Sunlight Production. Bienvenue à l'Iron Café, l'émission de tous les passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la course sur route. Entre la crise de la Covid et la montée en puissance du trail, le bitume a-t-il encore la cote auprès des coureurs à pied? Une question épineuse, c'est parti. Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, nous allons en première partie d'émission tenter de comprendre pourquoi les ventes de dossards sur semi, 10 km ou encore marathon sont en chute libre. Les formats de course correspondent-ils encore aux attentes des coureurs à pied? Le trail est-il en train de cannibaliser la course sur route? Les dossards sont-ils devenus peut-être trop chers? Puis, en deuxième partie d'émission, nous allons nous intéresser aux championnats du monde qui viennent de débuter à Eugene, avec une délégation française réduite à son strict minimum et l'absence de plusieurs grands noms de l'athlétisme international. Y a-t-il encore un intérêt à suivre ces championnats du monde, d'autant plus qu'avec le décalage horaire, c'est quand même pas simple? Eh bien, Fred va nous donner son avis sur la question. Mais pour l'instant, je tiens à vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Le premier est le fondateur de ClipLink Event. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais tu pourras me reprendre dans quelques instants. Il est aux manettes de l'organisation des 20 km de Paris et il s'occupe également d'organiser des courses de trail, donc il sera bien placé pour nous donner un peu sa vision sur le monde de la course à pied au global. Il s'agit de Jean-Philippe Allaire. Jean-Philippe, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions et puis de t'être déplacé dans les studios de la House of Running d'Iron.fr. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien. Bonjour Guillaume, bonjour Fred. Tout va bien. C'est un peu chaud, mais ça va. Ouais, c'est vrai, on est en plein été. Je peux vous dire qu'il fait un petit peu chaud au studio. Et nous sommes aussi en compagnie de Fred. Il connaît sur les bouts de ses doigts l'écosystème de la course sur route. En tant que responsable fond et demi-fond au sein du Stade français athlétisme, il va nous apporter son analyse sur les difficultés que rencontre la course sur route. Fred, comment vas-tu toi? Pas trop fatigué avec ta prépa 100 km, je crois. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, pas trop fatigué en fait. Pour l'instant ça va, mais on verra. Je ne suis qu'au début de cette prépa. Ah, le début, ça se passe toujours bien. Il y a l'enthousiasme, il y a tout. C'est quand ça se resserre un peu. Mais bon, te connaissant, je me fais pas trop de soucis. Bon, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la crise sanitaire, on assiste à des phénomènes assez inquiétants dans le monde du running. Annulation en série d'épreuves hors stade, baisse du nombre de licenciés, difficulté à trouver des bénévoles ou encore retrait économique de certains partenaires. Un chiffre, on estime une baisse des inscriptions sur courses sur route pouvant aller de moins 20 à moins 40% sur certaines épreuves hors stade. Bref, un bilan plutôt morose qui inquiète de plus en plus les professionnels du sport. Jean-Philippe, en tant qu'organisateur de courses sur route, notamment des 20K de Paris, est-ce que toi tu constates une baisse des inscriptions ou tout du moins peut-être un changement dans les habitudes des coureurs à pied ? Alors une baisse d'inscription, ça c'est très net. On la constate même depuis 2015-2016. C'était vraiment le pic où on clôturait les inscriptions pour une course qui a lieu le 9 octobre, on les clôturait vers la fin juin. Et puis régulièrement, année après année jusqu'en 2019, eh bien on clôturait plutôt fin septembre, donc c'est-à-dire très peu de temps avant l'événement. Et puis après, avec le Covid, effectivement, beaucoup de diminutions. Une année 2021 avec à peine 12 000 concurrents. Bon, on était plutôt satisfait puisqu'on était vraiment très post-Covid. Et puis cette année, il y a une baisse effectivement aussi. Par contre, on fera les comptes à la fin, le 9 octobre, puisqu'il y a aussi le phénomène de l'inscription dernière minute qui peut jouer dans le résultat final. Est-ce que toi, auparavant, dans l'histoire un peu des 20 km de Paris, parce que ça fait très longtemps que tu es aux manettes de cette organisation-là, est-ce que tu avais déjà rencontré des phénomènes un peu similaires, où c'est la première fois, en tout cas toi, à ta connaissance, que ça arrive, ces difficultés à remplir une course qui est quand même une course assez iconique, les 20 km de Paris? Là, on est sur une grande course, on ne parle pas de la petite course du village, là, on est quand même sur une course qui est très connue, avec une grande notoriété qui existe, je crois, plus de 30 ans.
Depuis 44 éditions, puisqu'on va faire la 44e en octobre prochain. Alors moi, je travaille au 20 km de Paris depuis 10 ans. Donc j'ai un référentiel effectivement de croissance entre 2011 et 2015-2016. Et comme je le disais tout à l'heure, une décroissance, en tout cas un frein à l'inscription. C'est-à-dire que les inscriptions se remplissaient de moins en moins vite au fil du temps. Et puis là, l'édition 2022 va vraiment nous donner un baromètre et un chiffre crédible pour mesurer notre décroissance. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que vous êtes inquiet justement à l'approche de l'échéance ? Est-ce que vous avez peur peut-être de ne pas faire le plein, peut-être d'être, je ne vais pas dire déficitaire, mais toucher peut-être aussi au trésor de guerre ? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude par rapport à ça ? Alors on a déjà touché au trésor de guerre l'année dernière et l'année 2020 également, puisque l'association a des coûts fixes et l'année 2020 ne nous a pas permis d'équilibrer les comptes. Bon, néanmoins, cette année, on a été prudent puisqu'on a fait un budget sur 24 000 inscrits. Et donc, d'après nos prévisions, on devrait pas en être très très loin. Donc, on devrait être à minima à l'équilibre, voire avec quelques bénéfices cette année, heureusement. Et puis, on a pris quelques mesures, alors qui ne sont pas forcément très populaires, mais on a augmenté les prix des dossards pour effectivement avoir plus de chances d'équilibrer notre budget. Donc vous avez essayé un petit peu d'anticiper la crise pour ne pas la subir. Effectivement, c'est une stratégie intéressante. Fred, je me tourne vers toi puisque la Fédération française d'athlétisme n'est pas épargnée non plus par la crise, loin de là. En 2021, on a constaté une baisse des licenciés de moins 18%. C'est pourtant une situation qui est quand même assez paradoxale, puisque le nombre des coureurs à pied, lui, est en hausse. D'ailleurs, même pour les courses sur route, on a finalement toujours autant de coureurs qui courent, voire même toujours un petit peu plus, notamment depuis la crise de la Covid-19, où il y a beaucoup de Français, souvenez-vous, qui ont découvert ou redécouvert la course à pied. D'ailleurs, petit chiffre intéressant, selon l'Observatoire du Running 2022, la toute dernière étude qui réunit la plateforme communautaire, vous savez, de Sport Heroes, Running Heroes et Union Sport et Cycle. Donc, ils ont mené une étude justement pour savoir un peu ces coureurs du confinement, comme on les appelait, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Eh bien, 73% des gens qui ont commencé la course à pied pendant le confinement ont gardé une habitude de running après la fin des restrictions. Donc ça, c'est plutôt un chiffre encourageant, et on aurait pu penser que ces gens-là, finalement, ils se retrouvent sur le 20 km de Paris en octobre ou au club ou dans les clubs FFA, puisqu'on sait qu'on le voyait d'ailleurs pendant les grands championnats ou les Jeux Olympiques, les gens se dirigeaient, une fois qu'il y avait un regain, se dirigeaient vers les clubs. Mais là, ça ne semble pas marcher. Alors pourquoi, Fred, tu penses que les gens se désintéressent un peu du club d'athlétisme traditionnel? Moins 18%, c'est quand même un chiffre très très fort. Pourquoi finalement la Fédé, elle n'arrive pas à capter, ou les courses sur route n'arrivent pas à capter, selon toi, cet afflux de nouveaux coureurs qui ne se transforment pas en nouveaux licenciés ou en nouveaux coureurs avec dossard? Alors je dirais que en toute chose, les raisons sont multifactorielles. Effectivement, pendant la crise, notamment pendant le confinement le plus dur, on a vu de nombreux Français, des milliers, j'allais même dire des millions, qui se sont mis à courir ou recourir, puisque c'était finalement la seule occupation ou raison pour avoir le droit de sortir de chez soi. Donc un certain nombre en profitaient, puis les gens avaient aussi besoin de prendre l'air, donc très bien. Ça a perduré, ce phénomène d'aller courir, notamment avec le développement du télétravail, parce qu'il y a une augmentation en fait du sport santé, ce qu'on peut appeler le sport santé, qui s'explique par le besoin de s'évader de la pression sociale, où courir est synonyme de liberté, mais aussi une certaine prise de conscience où nos concitoyens se disent que pour vivre plus longtemps, il faut être en bonne santé, et ça passe notamment par la pratique d'une activité sportive. Et quelle est l'activité sportive entre guillemets la plus accessible, en tout cas la plus facile à faire même sans encadrement? La course à pied, évidemment. Alors après, pourquoi tous ces nouveaux coureurs ne se tournent pas vers les clubs et la FFA, et voire même que les clubs ont perdu? Là, voilà, je pense qu'un certain nombre estime, c'est une supposition, mais quand on peut discuter avec les uns et les autres, on s'en rend compte que c'est pas qu'une supposition, que les clubs d'athlètes, c'est fait vraiment pour les gens qui vont aller en compétition dans une dynamique performance. C'est quand même assez récent que les clubs d'athlétisme classiques aient mis en place des groupes dits running loisirs, et en fait ça s'est fait juste avant la crise Covid, donc ça n'a pas eu le temps vraiment de s'ancrer dans ces mentalités.
Parallèlement, la crise a montré un peu à chacun qui pouvait aller courir sans avoir besoin d'être forcément inscrit dans un club. Alors pas forcément en suivant toujours les bons conseils, parce qu'on va suivre les conseils du voisin ou de ce qu'on peut lire sur les réseaux, et qui n'est pas toujours juste, mais on peut aussi suivre les conseils du podcast Dans la tête d'un coureur. Et là, on est un peu mieux aiguillé. Voilà, et aussi peut-être le besoin de ne pas être dans des structures un peu formatées, où vraiment on va se dire, voilà, c'est réservé à des élites. Moi, j'ai souvent l'échange, même avec le Stade français, avec des athlètes d'un niveau quand même assez bon. Je leur dis, mais pourquoi tu signes pas ? Parce que eux, ils pensent par exemple que le Stade français athlétisme est réservé aux athlètes élites, alors qu'on a aussi un groupe running loisir avec des gens qui vont courir le 10 km en 1h, 1h10, et qui sont plus dans une démarche sport, santé, loisir. Et la Fédé communique pas forcément beaucoup autour de ça. Alors elle a lancé une plateforme qui s'appelle J'aime courir. Une plateforme qui a coûté quand même très très cher. Ils ont beaucoup investi finalement. J'ai l'impression que J'aime courir là, c'est un peu, je sais même pas si ça existe encore quoi. Je dirais qu'en fait ils ont lancé une plateforme qui se veut grand public, mais leur réseau de communication reste des réseaux fédéraux et licenciés. Par exemple, ils ne se rapprochent pas. On peut parler de nous, hein, Guillaume, peut-être dans la tête d'un coureur, ou des autres, hein. De nous ou des autres, et qui ont pignon sur rue, et peut-être qui s'adressent à des publics qui sont plus des publics J'aime courir, et ils passent pas par ces canaux-là. Donc J'aime courir. On est au courant quand on est dans un club d'athlètes. Les gens qui sont pas dedans, ils savent pas vraiment à quoi ça correspond. Et la dernière chose, c'est comme en toute chose à une fédé, et là pour parler de la baisse de licenciés, une fédé, elle est portée par ces têtes de gondole, comme on dit. C'est surtout dans le commerce qu'on parle de ça, mais on comprend, c'est les athlètes qui sont les têtes d'affiche. Il y a une époque, il y avait Marie-Josée Pérec, il y avait Stéphane Diagana. Actuellement, on a Kevin Mayer, mais on est un peu... et c'est pas pour faire insulte au talent des athlètes actuels en équipe de France, attention, hein, c'est pas le talent sportif que je remets en cause, mais on est peut-être en manque d'identification de la population à ces champions-là. En fait, c'est comme ça aussi que ça fonctionne les sports. Vous avez un Teddy Riner qui rafle tout, qui renvoie une image sympathique. Moi, je sais pas. Ou un Martin Fourcade. Ou un Martin Fourcade. Et vous avez des milliers de gamins qui vont aller faire du judo, tout simplement. Et on a, la perle rare va peut-être sortir bientôt, mais on ne l'a pas encore. Elle n'est pas ressortie depuis quelques années. Donc selon toi, il y a une espèce de déconnexion entre ce que renvoient les clubs de fédé, en fait, c'est-à-dire une dimension très élitiste. Et moi, j'avais discuté d'ailleurs aussi avec un auditeur qui m'expliquait que lui, il voyait un peu le club d'athlètes un peu comme un club de foot. On va l'obliger à courir des courses, on va l'obliger à participer à des championnats, et il voulait pas ça. Je lui dis mais non, t'es libre de pouvoir faire ce que tu veux. Et d'ailleurs, quand on regarde les clubs d'athlètes aujourd'hui en France, ils sont essentiellement composés d'amateurs. Mais il y a peut-être aussi une division, une multiplication des clubs. Dans le circuit fédéral où il y a des disputes, il y a chaque rue maintenant, chaque coin de rue de Paris a son propre club. Ce qui fait que c'est vrai que ça devient c'est pas très lisible. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a un problème de lisibilité. Alors oui, on a des difficultés de lisibilité entre les clubs d'athlétisme qui pratiquent l'ensemble des disciplines de l'athlétisme, donc les sauts, les lancers, les courses de sprint, d'endurance, que ce soit en performance ou loisir, et les clubs communauté running qui s'oppose un peu. La difficulté pour le club d'athlétisme, c'est que pour ceux qui connaissent pas le système, on est classé en fonction des points qu'on rapporte dans des compétitions officielles. Et la fédération n'a pas fait évoluer ce système-là. Donc, et suivant notre classement, on a plus ou moins d'indemnités, de dédommagements, de subventions. C'est comme ça aussi qu'on négocie avec les partenaires institutionnels. Et du coup, si vous avez par exemple un groupe santé loisirs de 2000 personnes, il vous rapporte concrètement 0 points sur les tables de cotation de compétition. Donc les caisses des clubs vont peut-être être contentes, mais au final le club ne sera pas mieux classé. Et du coup, il y a toujours aussi une partie du club, il ne faut pas se mentir, qui est un peu dans l'athlétisme élitiste et qui dit l'athlète c'est pas ça et tout, pour ça il faut faire autre chose. C'est un peu schizophrénique entre ceux qui veulent que ça se développe, ceux qui veulent que ça reste très élite, et puis c'est un peu deux mondes qui vivent de manière en parallèle, et ça manque de confrontation, quoi. Dans les courses sur route, on a le même phénomène, c'est-à-dire qu'on doit à la fois attirer des athlètes licenciés, des gens qui viennent pour la performance, et des athlètes sport loisirs, parce que pour faire le nombre, il faut absolument qu'on ne laisse personne sur le côté. Donc on doit avoir une dynamique de communication et de marketing qui soit suffisamment adaptable pour séduire toutes ces
toutes ces personnes. Il y a un autre problème, et t'en parlais à l'instant, Jean-Philippe, en introduction, c'est le prix. Aujourd'hui, une licence, moi j'ai regardé vers chez moi, donc j'habite plus sur Paris, la licence athlée senior, elle est à 250 €. Alors, c'est le même prix à Paris finalement, c'est bien. Je croyais qu'on était cher. Moi je trouve ça quand même, alors est-ce que c'est cher ou pas? Ça c'est toujours pareil, il y a une structure, il y a des bénévoles, il y a des encadrements, je sais que tout ça a un coût. Mais il y a aussi un rôle de santé publique. Il y a aussi des partenaires. La Fédé a aussi des partenaires. Comment est-ce que une licence de foot, c'est quand même bien moins cher qu'une licence d'athlé? Les gens ont peut-être du mal à comprendre. Courir, c'est quand même synonyme de liberté. On n'a pas besoin de grand-chose pour courir. C'est quelque chose qui est au centre de cette culture-là. Et c'est cette augmentation des prix. Les gens ont beaucoup de mal à la valoriser parce que finalement, ils courent en nature, ils courent sur un stade qui est aussi payé par les impôts, pour eux en tout cas. Donc, il y a quand même ce problème par rapport au prix. Et ça touche particulièrement le monde de la course sur route puisque on assiste depuis quelques années à l'explosion des prix des dossards. Du coup, il y a déjà une inflation en France. Vous n'êtes pas sans savoir. On a plus 5% là depuis l'été. Avec tous les coûts de la vie qui augmentent. Évidemment, les courses, j'imagine que vos coûts aussi, ils explosent. Il y a aussi les coûts de la sécurité avec le Covid, avec les attentats qui ont aussi pas mal augmenté. Du coup, aujourd'hui, un dossard d'un 10 km à Paris, ça peut coûter 40 €. On est quand même assez loin de cette fameuse légende urbaine qui disait que c'était 1 € par le kilomètre. Du coup, est-ce qu'il n'est pas possible de limiter quand même cette inflation? Parce que là, j'ai un peu l'impression que c'est la double peine. Tu as moins de monde, du coup, tu es obligé d'augmenter les dossards, du coup, les dossards sont plus chers, du coup, tu as moins de monde. Est-ce que c'est pas aussi le serpent qui se mord la queue? Est-ce qu'on ne peut pas préserver aussi un peu les coureurs de ces prix qui sont exorbitants finalement pour courir dans la rue, quoi? Alors, nous, en fait, on avait un prix de dossard 20 km de Paris il y a 10 ans qui était très, très bon marché, qui était très faible. Mais il n'y avait pas beaucoup de services aux coureurs. C'était organisé d'une manière correcte, mais il n'y avait pas énormément de choses autour de l'événement. Et puis, on a, depuis 10 ans, effectivement, pour pouvoir équilibrer les choses et pour pouvoir offrir un meilleur service aux coureurs, on a augmenté les tarifs également avant 2015-2016. Et au final, on a constaté que ça n'impactait pas l'évolution. Ça dépend qui, c'est toujours pareil, ça dépend ta cible. En tout cas, nous, pour notre remplissage, c'est-à-dire que ça n'impactait pas le remplissage. Peut-être chez les jeunes. Peut-être chez les jeunes, les étudiants, pour eux, c'est plus important. Alors effectivement, donc c'est vrai qu'on a augmenté, mais maintenant, on a aussi, selon les populations, des tarifs qui sont différents. On a le tarif de licencié, par exemple, qui reste à 45 €, quelle que soit la date d'inscription. On a des tarifs aussi pour les étudiants, pour les écoles et universités. Donc on fait des adaptations selon les catégories de coureurs. Mais ça reste quelque chose qui a été effectivement augmenté, en partie parce qu'on a eu des coûts supplémentaires. Alors tu as parlé de la sécurité, on a parlé de tout ce qui était lié au Covid les années précédentes, on a tout ce qui est lié à l'éco-responsabilité. Si on veut aujourd'hui passer sur cette logique éco-responsable, c'est forcément des coûts. Les partenaires, là on a eu la chance de signer un nouveau partenaire titre, mais les années précédentes on était un petit peu en difficulté pour avoir des partenaires qui nous donnent suffisamment de moyens. Donc 95% l'année dernière, 95% de notre budget était fait par les inscriptions. Donc c'est très important pour nous. Fred, un 10 km à 40 € à Paris, est-ce que ça te choque, toi? C'est même pas ça me choque, ça me fait tomber de ma chaise. Enfin, après, alors moi, j'ai jamais eu à m'inscrire ou inscrire certains de mes athlètes sur ce type de 10 km. Je suis quand même curieux. Je serais curieux en fait d'en connaître la raison en fait, de connaître la raison d'un tel prix, savoir si vraiment à côté il y a du service aux coureurs vraiment dédié qui légitime, parce que après suivant c'est comme quand tu vas dans un palace, t'as le Formule 1 où t'as la chambre à 40 € et t'as le Georges V où t'as la chambre à 500 €. Il y a un écart, mais il y a un écart aussi de service. Donc est-ce que sur ces courses il y a vraiment un écart de service? C'est la question. Et est-ce que vraiment l'écart de service est légitime ça, et est-ce qu'il est ciblé? Est-ce que la personne qui veut juste faire un 10 km, qui va finir en 50 minutes, 1 heure, 1h10, parce que c'est son défi personnel et qui n'a pas forcément besoin d'énormément de choses autour d'elle, a besoin d'aller sur ce type d'événement de course? Je ne sais pas. Tu vois, mais c'est vrai qu'un 10 km, parce que si 10 km est à 40 €,
On va faire le marathon, on va passer à par 200 exemple, euros. si tu fais un village, et que tu accueilles les coureurs, tu fais un retrait des dossards avec des animations, avec un certain nombre de choses, déjà, tu n'es plus exactement dans le même service. Exactement. Alors, effectivement, il y a des gens qui organisent des épreuves où il y a très peu d'infrastructures. Il y a des 10 km à Paris qui coûtent très cher où il n'y a même pas de village. Hein. Voilà, exactement, où il n'y a pas d'infrastructure. Et pour le coup, il faut effectivement faire une étude de rapport qualité-prix. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une valeur faciale de dossard, c'est un rapport. C'est qu'est-ce que j'ai pour ce montant. Mais justement, moi là où je suis quand même, moi je mets mon petit bémol, désolé Jean-Philippe, alors je sais que tu ne peux pas prendre pour tout le monde, mais on donne presque plus de médailles ou des petites médailles en papier mâché des fois qui frôlent le ridicule. Le t-shirt, on nous dit désolé, c'est les co-responsabilités, on n'en donne plus. Excusez-moi, un t-shirt ça se porte jusqu'à preuve du contraire, les gens courent pas tout nus. Je vois pas en quoi ne pas donner un t-shirt à quelqu'un s'il est fait peut-être en coton qui est vertueux, qui vient pas de l'autre bout de la terre, il y a quand même des solutions qui existent. En quoi donner un t-shirt c'est pas éco-responsable? C'est-à-dire quoi? On a besoin de courir avec des vêtements et en fait j'ai plus l'impression qu'on nous enlève des choses sur les courses que le service s'améliore. Moi l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quand même une dégradation des services des coureurs avec une augmentation du prix. Je suis pas tellement d'accord avec toi sur le côté on en donne plus, on fait mieux. C'est pas l'impression que j'ai. Je parlerai pas pour mes camarades organisateurs d'épreuves, mais c'est pas le cas sur les 20 km de Paris. C'est pas pour faire une promotion éhontée. C'est que on a toujours une médaille effectivement très très qui est pas en carton, qui est pas en carton et qui est une des plus belles médailles qui est proposée sur les courses, je pense. Pour en faire quelques-unes, j'ai quelques éléments de comparaison. On a effectivement notre partenaire qui donne un t-shirt technique. On a un village qui est très très important avec énormément de stands. D'ailleurs, à ce titre, on constate que c'est les stands marchands qui fonctionnent le mieux sur les villages. C'est-à-dire les stands où les gens dépensent de l'argent. Donc, le prix du dossard, quand on a une infrastructure de tente, par exemple, moi j'ai toujours été assez étonné du prix des infrastructures. Aux 20 km de Paris, par exemple, on a plus de 100 000 euros de tente, rien que de tente, des morceaux de fer avec des choses. Bon, c'est pas pour dévoiler des éléments importants, mais une épreuve de running, ça coûte un certain budget et il faut l'amortir d'une manière ou d'une autre. Alors effectivement, quand il n'y a aucun service et un prix très cher, on peut se poser des questions. Mais ce qu'on constate, c'est que le runner ne fait pas d'études de marché sur les courses à laquelle il s'inscrit. En fait, je pense que ce qui marche bien, c'est tout ce qui est marketing, communication. C'est-à-dire que si tu vends bien l'expérience que tu proposes, même si l'expérience au final elle n'est pas terrible le jour J, en fait, ça marque pas. En tout cas, c'est ce qu'on constate nous. Justement, comment est-ce que se financent les courses aujourd'hui? Par exemple, quand j'achète un dossard, est-ce que, on va dire un dossard à 35 euros, la part de ces 35 euros, est-ce que ça suffit à financer une course? Ou est-ce que c'est par exemple les partenaires? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement cette économie autour du prix de vente d'un dossard? Déjà, ça dépend du nombre de coureurs que tu acceptes. C'est-à-dire que, bien évidemment, tu as des coûts d'infrastructure, tu as des coûts qui sont variables et tu as des coûts fixes. Et donc, les coûts variables, ils sont dépendants du nombre de coureurs inscrits. Et puis, les coûts fixes, ils sont indépendants. Et donc, tout le problème est d'avoir des coûts fixes qui soient pas trop importants. Et plus tu as de coureurs, plus effectivement, ces coûts fixes sont amortis d'une manière correcte. Et donc, il n'y a pas vraiment de règles. Mais du coup, 20 km de Paris, pour donner un petit peu des chiffres, en pourcentage, pas forcément, mais quand j'achète un ticket, 35 euros, est-ce que ça suffit à financer la course ou aujourd'hui, tu as besoin de partenaires extérieurs? Non, c'est clair que non. Le dossard, le premier prix des 20 km de Paris, c'est 48 euros, ensuite 53 et ensuite 59. Donc, on donne une sorte de early, on appelle ça early booking. Ouais. C'est-à-dire que, comme les billets d'avion. Voilà, comme les billets d'avion. Et au final, ça fait un tarif moyen. Et donc, nous, on amortit, on fait 24 000 cette année, 24 000 avec un tarif moyen. Et avec ça, on constitue un budget. Dans ce budget, on a des permanents à l'association. Parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'un événement comme les 20 km de Paris, ça prend une année. C'est-à-dire qu'on n'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on est déjà en train, avec le président, là, on est en train de définir le thème de 2023, le thème de l'édition. C'est aussi une particularité. On a un thème chaque année différent. Et donc, on définit le thème, on doit définir nos offres, on doit faire un certain nombre de choses. Donc, on n'arrête jamais. Donc, il y a des permanents. Et donc, ça fait des coûts fixes salariales ou salariaux. Et après, bon, voilà. Alors, j'ai pas les chiffres en tête des pourcentages, mais c'est des choses qui sont qu'on pourra évoquer avec les éléments
sur une feuille, mais aujourd'hui, il ne faut pas penser que les courses à pied, en tout cas quand tu as un événement dans l'année, parce que c'est aussi ça qu'il faut intégrer, une organisation qui a un événement dans l'année ou une organisation qui a 5 événements dans l'année, son équilibre économique n'est pas le même. Donc il faut en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'un prix facial de dossard. Et du coup, moi, il y a une question que je me pose pour les grosses courses parisiennes, et je profite de t'avoir pour la poser. Est-ce qu'on paye la mairie de Paris pour avoir le droit de bloquer les rues de Paris ? Je ne te demande pas le prix, si c'est le cas. Mais ou les policiers, les pompiers, le service public. Parce que je me dis, bon, c'est quand il y a les 20 km de Paris, mais comme d'autres grandes courses qui ont lieu dans Paris, c'est aussi certainement un élément de mise en avant de la ville, et la ville en tire un bénéfice au niveau touristique. Et du coup, alors, est-ce qu'en gros, les rues de Paris, et après, parce qu'il y a toute l'intervention notamment des services de la ville pour les déchets et tout, est-ce que c'est qu'en gros, c'est un partenariat et c'est cadeau, ou est-ce que ça a quand même un prix qui impacte de manière significative le budget organisationnel? Non, je dirais pas de manière significative, mais jusqu'à la 41e édition, on ne payait pas de choses à la mairie de Paris pour organiser l'événement. Depuis 3 ou 4 ans, on paye 2 € à la mairie par coureur inscrit. Mais en même temps, la propriété Comment il justifie cette taxe? C'est une taxe finalement. C'est une taxe pour l'occupation du domaine public. Et c'est quand même paradoxal parce que, excuse-moi, on a une mairie de Paris avec Paris 2024 qui prône le sport, qui prône la pratique sportive et ci et ça, et puis il taxe les coureurs à pied. Ça donne quand même le sentiment un peu aujourd'hui que les coureurs sont un peu pris pour des pigeons, quoi. Non, mais on mobilise aussi la propreté de Paris, puisqu'il faut nettoyer le passage après les courses. Oui, enfin après un match de foot, tu veux qu'on parle des états du rue après le match de Stade de France et l'état des villes de Paris. Ouais. Je suis pas sûr que le stade et la Champions League les aient payés. Oui. Non, parce que si on va par là, excuse-moi, tu vois, il y a pas que je suis vraiment pas sûr que les coureurs à pied, où tu as en plus une pollution qui est quand même assez, on va dire, qui n'est pas éparpillée dans les parcs comme on peut voir sur les matchs de foot, quoi. Donc non, mais oui, si on cherche une certaine équité entre différents types d'événements, probablement que cette taxe pourrait ne pas exister. Mais c'est quand même la tendance qui se dessine dans les municipalités, de faire en sorte de dépenser moins pour des choses qui ne sont pas forcément... Tu la comprends, cette taxe, toi, ou comment tu l'aperçois ? Non, je la comprends, mais... on est obligé de la payer. Après, je la comprends sans la comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des coûts. Moi, je préfère payer cette taxe et qu'on puisse continuer à organiser les 20 km de Paris pour les 30 000 coureurs sous la Tour Eiffel. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que tout à l'heure, on parlait des coureurs qui couraient sport loisir. En fait, dès qu'on les a convaincus de prendre un dossard, après, en général, ils continuent à courir parce que quand ils sont dans l'événement, quand ils sont avec leurs copains, quand ils ont finalement compris qu'ils étaient capables de faire 10 km ou faire 20 km ou faire un marathon, après, ils sont tellement fiers, ils sont tellement contents qu'ils reviennent. Donc, pour nous, c'est important de continuer à être là et continuer à proposer cet événement majeur à Paris. Mais en fait, Guillaume, c'est vrai que tu le soulignais, ça peut paraître paradoxal que la mairie de Paris... entre guillemets, taxe de cette manière-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une grosse différence, et ça c'est un problème des clubs parisiens, c'est que les clubs parisiens payent leurs infrastructures sportives. C'est-à-dire que, moi je prends un exemple, Stade Français, on va parler de ce qu'on connaît. On est sur différents stades, dont le fameux stade qui est au milieu de l'hippodrome d'Auteuil. On paye pour avoir le droit d'y être. Les communes, même en banlieue parisienne, ne payent pas. Donc déjà, c'est un coût pour les clubs, parce que très concrètement, nous on paye 8 000 € l'année, ce qui n'est pas anodin. Et en 2016, il y a eu un changement de politique au niveau de la politique sportive de la ville de Paris. Parce qu'avant, ce n'était que 2 000 €. Donc nous, on a été multiplié par 4. Donc on a une nouvelle aussi approche qui répond certainement à des besoins d'équilibre des comptes publics, je suppose, mais qui effectivement ne facilite pas forcément la pratique sportive, très sincèrement. Et bon, voilà, après, moi je t'avoue que... je suis pas sûr que les stades de foot, on les taxe. Et après, moi, sur la taxe par coureur, alors je me dis, bon...
Si elle n'avait pas lieu, ça serait mieux évidemment pour les organisateurs. Je me dis ça ici évidemment, mais le fait en même temps qu'elles soient indexées sur le nombre de participants, au moins je trouve que ça permet de réguler. Oui, mais aujourd'hui c'est 2 €, tu sais pas si ça va passer à 5, tu sais pas si ça va passer à 10. Voilà, bon après. Tu étais en train de donner des sueurs froides à notre ami Jean-Philippe. Non, mais moi c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'effectivement, quand on voit quand même des courses aujourd'hui qui sont obligées d'arrêter parce que manque de participants ou parce que c'est plus rentable économiquement et qui perdent beaucoup trop d'argent, moi ça me fait de la peine parce qu'on a tous commencé un peu comme ça. Je veux dire, voilà, c'est le petit défi entre amis, puis c'est comme ça un peu qu'on met le pied à l'étrier, et puis voilà, ça passe par là. Aujourd'hui, il y a quand même des enjeux de santé publique qui sont hyper importants. La sédentarité, ça va devenir un peu le nouveau tabagisme. On est dans un monde qui se digitalise de plus en plus. Il y a du télétravail, il y a le digital, et les gens sont pas heureux s'ils restent sédentaires. Il y a des soucis de santé mentale, santé physique, et on doit favoriser la pratique de la course à pied. Et aujourd'hui, les jeunes ne pratiquent plus de sport. Il suffit d'aller voir sur les courses l'âge moyen des coureurs, ou d'aller voir même sur les stades. Il y a les très jeunes parce que peut-être les parents les ont mis, mais entre 18 25 ans, il y a très peu de jeunes, quoi. Et ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, mettre 50 € quand tu es étudiant à Paris, c'est impossible. Donc forcément, nous, on est autour de la table, on a un petit peu de pouvoir d'achat, on n'est pas les plus malheureux, mais quand tu es étudiant, tu peux pas, tu n'as pas accès à ça, quoi. Et on a tous été étudiants aussi, on sait ce que c'est que la difficulté. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve, surtout quand on entend à la télé où tout le monde, avec les JO, sont là à favoriser, il faut faire du sport, il faut faire du sport. Au final, on se rend compte que c'est un double discours, quoi. Moi, je trouve ça révoltant. Je sais pas si parce que j'ai pas forcément la même lecture. Des fois, je suis peut-être un peu plus, un peu plus cynique. Effectivement, c'est un coût. Je suis d'accord avec toi. Se payer une course 40-50 €, c'est un coût. Généralement, c'est pour le type de public que tu évoques, c'est 1 à 2 fois par an. Je pense que si on met en relation oui, mais les étudiants. Oui, mais. Quand tu vis, excuse-moi, 50 balles quand tu es étudiant, c'est un coût très important. Non, mais c'est un coût très important. Mais après aussi, je pense, mais c'est peut-être facile. Ce que je veux dire, qu'il y a une question de priorité. Moi, des fois, je vois des gens qui me disent effectivement, ouais, mais tu te rends pas compte. Moi, qui me parle de la licence d'athlète, 250 € l'année, c'est trop. Je dis, c'est trop pour avoir un centre d'entraînement, un entraîneur qui t'accompagne toute l'année et tout. Je trouve pas que ça soit trop pour l'accompagnement. Par contre, mettre 1 500 € dans ton portable, c'est pas trop, tu vois. Enfin, c'est un peu cliché ce que je dis, mais oui, je sais, mais c'est aussi une réalité. C'est une réalité, mais quand même aujourd'hui, et les gens font pas. Et moi, je suis pas sûr que c'est qu'à cause de ça, qu'à cause du coût, qu'on explique un peu la désaffection, parce qu'on a assisté. Alors là, c'est un autre organisateur, parce que c'était le marathon du Mont-Saint-Michel qui a annulé faute de parce qu'il n'y avait pas assez de participants. Ils étaient plus du tout rentables, ils étaient trop dans le dur. Et je pense que des grosses courses comme ça, c'est un peu une première. Et je ne suis pas sûr. Pour certains types de publics, je suis d'accord avec toi, il y a un frein qui doit être le frein du coût, évidemment. Mais je ne suis pas certain. Après, je sais pas, je suis pas certain que c'est le seul. Il y en a certainement d'autres. Bref, bon, en tout cas, moi, c'est un sujet qui, voilà, je vais pas dire qu'il me tient pas à cœur, mais voilà, il y a de quoi aussi de temps en temps d'être un petit peu énervé. Je m'en excuse, Jean-Philippe, si j'ai été un peu, non, pas du tout. Voilà, un petit peu en colère, mais forcément, moi, le double discours, en fait, si tu veux, c'est ça qui m'embête. Ce côté de, il faut faire en sorte de pratiquer de l'activité physique, il faut faire en sorte que les gens courent, fassent du sport, se rencontrent, échangent, parce qu'on est dans un monde aussi qui est de plus en plus digitalisé, et avoir sur une ligne de départ des gens de tout milieu social, d'origines différentes, qui se rencontrent, qui échangent. C'est aussi ça, tu vois, la course à pied, pour moi, c'est ça. C'est la rencontre de plein de monde, et pour moi, il faut le favoriser. Et déjà, ça m'embête qu'on parle de moins 20, moins 40%. Les pouvoirs publics n'en parlent pas. Finalement, est-ce que les gens courent plus? C'est quand même un signe de la société qui personne n'en parle. J'ai l'impression que ça dérange personne. Et on taxe. Donc, voilà quoi, j'espère qu'ils vont un peu ouvrir les yeux et se rendre compte qu'il faut un peu sauver le soldat course à pied, parce que c'est pas bon signe, je pense. Donc moi ça m'énerve, mais je suis quelqu'un de passionné, donc c'est pour ça, voilà. Mais du coup, Fred, tu disais justement, effectivement, c'est une question de priorité, et évidemment, c'est pas le prix des dossards qui fait que les gens ne courent pas. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est juste le symbole qui m'embête. Mais du coup, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les gens ont tendance à peut-être pas à moins courir, mais en tout cas à moins structurer en allant sur des clubs, à pas participer à des compétitions? Qu'est-ce qui fait que les gens sont peut-être désintéressés par rapport à ça? Est-ce que c'est les courses virtuelles qui ont explosé? Finalement, les gens, ils ont peut-être plus envie, ils se disent je peux courir de chez moi avec mon smartphone et puis je me fais un petit 10 km off, mais voilà, ça me suffit. Est-ce que c'est peut-être aussi
un manque de convivialité sur les courses? Est-ce que c'est aussi le vieillissement de l'âge? Bref, pour vous, c'est quoi, Fred, par exemple? Alors, je ne vais pas botter en touche. Là aussi, je pense que c'est multifactoriel, ça dépend des publics. Je parlais du premier public qui est certainement le moins nombreux et qui c'est pas la baisse, c'est leur baisse qui impacte le plus les courses, c'est les athlètes performance, élite ou sub-élite. Le confinement a permis de montrer à un certain nombre d'athlètes que finalement trop courir, faire trop de compétitions était peut-être pas bénéfique par rapport à leur recherche de performance, que les gars ils ont fait 2-3 courses dans l'année, parce qu'en plus sur des événements privés ils ont vu qu'ils arrivaient à perfer, à tout péter. Donc il y a aussi peut-être des cartes qui ont été redistribuées à ce niveau-là sur certaines populations. Même moi, en tant qu'entraîneur, j'ai modifié. Moi j'étais un entraîneur qui faisait beaucoup courir les athlètes en compétition, 20 à 30 fois dans l'année, alors pas toutes compètes objectifs évidemment, et je suis un peu revenu là-dessus. Ils en font pas que 3 ou 4, hein, mais on est plus sur une dizaine maximum dans l'année. Donc voilà, mais parce que je me suis rendu compte que ça avait finalement, peut-être que j'étais quand même sur l'idée que la course reste le meilleur des entraînements, mais ça m'a aussi, la période, fait un peu réfléchir, évoluer dans ma pratique. Donc ça, c'est pour un type de public très particulier. Après, pour le public, grand public, et je pense que c'est plus là qu'il y a de la désaffection, hein, ce serait intéressant d'avoir des éléments de la part de Jean-Philippe, c'est ils ont appris à courir tout seuls. Peut-être que le côté challenge déconnecté est tout aussi motivant pour eux, parce qu'ils le font un peu dans leur cadre, ils le font avec leur famille au moment où ils le veulent, et qu'ils font plus qu'un événement par an au lieu de 2-3, je ne sais pas. Et de 3, je pense qu'il y a aussi une certaine évolution de la société, où les événements de masse comme ça sont peut-être, on l'a dit, avec le déconfinement, beaucoup de gens ont quitté les grandes villes, les grandes zones, les grands rassemblements. Il y en a qui restent quand même pas très tranquilles du fait de se rassembler sans masque comme ça et de transpirer les uns avec les autres. D'autres qui ont simplement un peu, on va dire, mangé leur pain dur de toujours être les uns contre les autres en grande ville et sont partis vivre à la campagne et se trouvent très bien et se disent finalement ça me convient très bien ce mode de vie. Donc je pense que c'est un peu tout, plus d'autres pratiques sportives, mais on en parlera peut-être dans un second temps. Mais déjà sur des éléments purs et durs par rapport à la course, c'est peut-être des pistes de réflexion, hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Philippe? Alors déjà par rapport à l'aspect connecté, donc nous on a depuis 2020 effectivement mis en place des courses connectées qui sont toujours présentes aujourd'hui. Alors ça a effectivement très bien fonctionné en pleine période Covid, y compris l'année dernière en année post-Covid +1. Cette année, on sent qu'il y a toujours une demande, mais elle est en baisse. Donc on ne peut pas considérer que c'est plutôt une pratique individuelle chez soi pour faire un événement. Je pense que c'est beaucoup lié aux habitudes de non-rassemblement qui fait que les choses vont prendre du temps. Tant que dans les médias, on nous parlera de 7e vague, de 8e vague, de 10e vague, de précautions, de masques, eh bien, il y a des gens qui ne s'inscriront plus aux courses parce qu'ils ne veulent pas être dans des sas confinés ensemble. Et d'ailleurs, c'est pas exactement les mêmes choses, mais on constate dans tout ce qui est voyage, également une baisse. Dans le tourisme, c'est assez énorme, la baisse de tourisme à l'étranger, parce qu'il y a du voyage. Donc les gens restent ensemble, ils font des petits trajets, ils restent en France, et donc ils ont changé leur pratique. Et je pense que dans les courses à pied, les gens ont changé leur pratique de manière assez radicale, et il faudra du temps avant que ça revienne. Moi, je suis moins pessimiste que toi, parce que je pense que le côté entertainment, c'est-à-dire le côté je vais à un événement, je participe ensemble, je partage, je fais une performance où je participe à quelque chose avec les autres, ça reviendra. Oui, mais c'est là où moi, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est pour rebondir sur ce que tu dis, c'est là où moi je pense qu'il y a peut-être une rupture générationnelle. Moi je parlais avec un coureur, un jeune coureur, un peu plus jeune que moi, il avait 28 ans, il m'explique, moi ce que j'aime pas sur la course sur route, c'est tu viens, tu prends ton métro, tu déposes ton sac, tu vas chercher ton dossard, tu cours et tu repars. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a de très bonnes courses en France. On a vraiment des organisations, le marathon de Paris, le 20 km de Paris, qui sont très très bien organisées. Mais peut-être aujourd'hui, les gens recherchent quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Tu vois, ce côté très je viens, je mets mon truc, je fais mon chrono, je repars. Peut-être que ça manque de convivialité. Tu vois, c'est quand tu vois aussi le vieillissement, ça.
voilà, il y a peut-être moins d'espace de cohésion, de partage. C'est encore très très vu sur on va faire une très belle organisation. Voilà, on va partir à 10h00 et il n'y a pas de problème. C'est 9h maintenant. C'est voilà, 9h00, il n'y a pas de problème. Tout va très bien rouler, il n'y aura pas une voiture qui va gêner ou quoi que ce soit. Les ravitaillements, ça va aller. C'est vrai qu'on a des très bonnes organisations, il ne faut pas dire. Mais l'aspect humain, je trouve qu'il n'est plus là, quoi. Il n'est plus là. Et les gens vont peut-être sur Trail, on va en parler dans 30 secondes, parce que peut-être ils retrouvent ça. Oui, alors, comment dirais-je, les gens qui font des marathons et qui vont dans toutes les capitales européennes, ils font un voyage et ils font une course à pied. Et ils n'ont pas ce problème-là. Oui, mais avec l'écologie aujourd'hui, voilà. c'est de plus en plus compliqué de prendre l'avion. Et voilà. Exactement. Donc il y a effectivement un changement de pratique, mais ça reste une motivation. C'est-à-dire que la course n'est pas uniquement le but. Alors effectivement, quelqu'un qui va faire une course en bas de chez lui, peut-être qu'il aura un petit peu moins de motivation. Après, aux 20 km, par exemple, on a un orchestre tous les kilomètres. On a la course qui met le plus d'animation sur la course, un orchestre ou de la musique tous les kilomètres. On a un village, on a un stade où les gens peuvent se retrouver pour débriefer, pour passer un moment avec des animations. Donc on met des animations, on fait un certain nombre de choses dans cette logique-là. Je pense que ça reviendra. Vous thématisez aussi. C'est vrai que vous faites toujours un effort pour chaque année thématiser les années. Cette année, c'est l'espace. Donc, on fait beaucoup de choses autour. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a rien autour de la course. Et au final, on subit les mêmes choses que nos amis qui en font probablement un peu moins. Oui, donc, mais tu as une course. Si c'est un élément majeur. Tu as un 20 km, c'est pas une distance officielle entre guillemets. Ouais. Tu sais que ça a été pendant très longtemps la mode des courses. Il y avait des courses un peu bâtardes, hein, tu sais, les 15 km, les 14,2. Parce que pendant très longtemps, la Fédé voyait un peu d'un mauvais œil aussi ces courses hors stade, où à l'époque de la piste, ils étaient vus un peu comme de la désinvolture. Donc ils essayaient justement de se dire on va garder les distances 10 km, les distances un peu officielles pour la Fédé, et puis toutes ces courses populaires, on va leur donner des distances bâtardes, comme ça, c'est pas des concurrents. Et donc il y avait plein de courses comme ça qui existaient, des corridas, des courses comme ça, 20 km, c'est voilà. Et finalement, si vous êtes la seule aujourd'hui qui a survécu, je pense, moi en tout cas, c'est parce que vous avez toujours eu cet effort, l'une des seules qui a survécu. Paris-Versailles. Paris-Versailles, c'est un peu différent parce qu'on est quand même sur une course où il y a beaucoup de dénivelé, où les trailers, les coureurs, c'est une course encore un peu à part et qui, c'est pas une course plat route classique, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus challengeant. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est les deux finalement courses distance bâtarde, sans que ce soit péjoratif, qui durent encore. Parce qu'il y a ce côté très convivial qu'on va retrouver au 20K et le côté un peu trail côte qui plaît beaucoup aussi en prépa de cross. On est un peu avant la prépa des cross, donc les gens aiment bien aller faire du dénivelé. Mais sinon, les autres sont un peu morts, quoi. Donc pour moi, c'est le salut. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fred ? Je dirais que les 20 km, il y a... Alors, tu fais souvent référence à mon grand âge, mais quand j'ai commencé l'athlé, la distance de référence avant le marathon, c'était le 20 km qui était une distance officielle. 15 km et 20 km, ce sont des distances officielles qui ont leur cotation FFA. Il n'y a plus de 15K maintenant. Voilà, les 15, c'est très rare. Tu en as un à Charenton-le-Pont en région parisienne. Tu en as Puy-en-Velay. 20 km à 20 km de Paris, tu as les 20 km de Maroilles aussi, qui est un 20 km très réputé. Mais effectivement, c'est tombé en désuétude. Et même à l'apparition des semis, on appelait ça des demi-marathons. Précisément et personne n'y croyait à l'époque que les 20 km étaient tellement implantés dans le paysage et ils ont été totalement supplantés. Voilà, donc il y a une subsistance avec les 20 km de Paris, les 20 km de Maroilles et il y en a certainement d'autres en France que j'oublie, mais qui sont devenus minoritaires. Et effectivement, pour pouvoir faire la différence, il faut qu'elle se démarque. Je pense que les courses parisiennes, que ce soit Paris-Versailles ou 20 km de Paris, ce sont des courses parisiennes et il y a quand même toute la splendeur. Les deux, que ce soit 20 km de Paris ou Paris-Versailles, partent au pied de la Tour Eiffel. 20 km, tu arrives au pied de la Tour Eiffel. Paris-Versailles, tu arrives devant les grilles du château de Versailles. Enfin, c'est rien que ça te donne envie de faire les courses. Tu ferais les 20 km de Paris 12e, avec tout le respect pour que j'ai le 12e à Paris, d'ailleurs. Voilà, ça serait certainement, tu partirais de Place de la Nation, tu arriverais à Place de la Nation, certainement ça serait moins vendeur, tout simplement. Là, on est sur des symboles forts. La France, c'est Paris dans le monde.
la France, c'est la Tour Eiffel. On peut être résumé un peu à ça. Messieurs, je vous propose maintenant qu'on sorte des sentiers battus pour s'intéresser à un autre phénomène qui impacte aussi considérablement le monde de la course à pied. C'est l'explosion du trail running. Par exemple, saviez-vous qu'avec près de 20 millions de pratiquants estimés à travers le monde, le trail running est l'un des sports tout confondus, qui connaît la plus grosse croissance dans le monde depuis 2010, selon la Fédération française d'athlétisme. Alors, officiellement, pour les quelques personnes qui ne savent pas de quoi on parle, le trail running, ça se définit comme une compétition pédestre ouverte à tous dans un environnement naturel. Les passages sont des routes, les passages avec des routes cimentées, goudronnées, le bitume comme on appelle, ça ne doit pas normalement faire plus de 20% de la distance totale. Sinon, ça ne peut pas s'appeler un trail parce que c'est encadré. Je ne sais pas si vous le saviez. Fred, par le passé, on a quand même vu un peu des phénomènes de mode. Alors, il y a eu les Color Run, les Mud Day, les Spartam, les Urban Trail aussi. Force est de constater qu'aujourd'hui, même si c'est des courses qui ont beaucoup fait parler d'elles et qui ont été extrêmement populaires, aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup moins répandues, voire même tombées en désuétude. Du coup, selon toi, est-ce que tu penses que le trail va continuer à croître et s'installer durablement dans le paysage de la course à pied, ou au contraire, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'un petit phénomène de mode, peut-être dû au confinement et aux besoins de nature? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Je précise que toi, tu es quand même plutôt, à la base, même si tu adores le trail, un coureur sur route, donc ça m'intéresse d'avoir ton avis. Alors, déjà, je vais éviter de parler de phénomène de mode parce qu'on a tous ces fameuses archives INA de joggers, entre guillemets, de fin des années 70, début des années 80, on dit c'est la mode du jogging, et finalement 40 ans après c'est plus qu'une mode, on est vraiment dedans. Sur les courses, différents types de courses, c'est vrai que les urban trails c'était un peu développé, mais ça a un peu fait, il y en a encore quelques-uns à droite à gauche, mais finalement ça n'a pas pris l'essor que je pense que les organisateurs de ces événements pensaient avoir. Sur les Spartan Race, c'est pas tombé en désuétude, mais en fait, ça s'est finalement adressé à leur vrai public, qui est plutôt un public métier de la forme, crossfitter. C'est ce type de personnes qui vont faire. Oui, mais ça plaisait un peu au tout venant avant. Justement, et maintenant, moins. Avant, tout le monde y allait, et finalement, elles ont trouvé leur vrai, moi ce que j'estime être leur vrai public, ces fameuses courses à obstacles qui ont été d'ailleurs entre guillemets absorbées par la Fédé, mais ce qui est un problème parce les gens qui pratiquent sont très très loin de l'athlétisme ou même juste de la course. Après les Color Run, ce genre de choses. Color Run aussi, ça a été pendant un moment, il n'y avait que ça, quoi. 2013, 2011. J'ai pas l'impression qu'il y en a encore beaucoup. Je t'avoue que ça a été un épiphénomène, très joyeux, mais un épiphénomène. Le trail, je pense pas que ça soit un épiphénomène. Ça prend d'autres dimensions. Et après, il faut savoir de quel trail on parle. Est-ce qu'on parle du trail course nature que les vrais entre guillemets, que les experts trailers diront mais ça c'est pas du trail, genre je pense à nos amis de l'éco-trail dans le Val-de-Marne qui pour moi c'est de la course nature, c'est du trail à un certain niveau, mais voilà, on est déjà dans le trail, mais on n'est pas dans l'ultra trail, et c'est là je pense qu'il faut faire vraiment la différence. Je pense que les distances on va dire intermédiaires qui sont entre 15 et 40 km pour de la course nature, pour du trail, vont perdurer. Les formats ultra, il y en aura toujours quelques-uns, mais c'est comme toutes les pratiques ultra, à un moment, on s'engouffre dedans. Beaucoup de gens y vont parce qu'il y a ce côté ultra, et un jour, on va trouver quelque chose de plus ultra que ça. Il y a 20-30 ans, la France était le premier pays organisateur de 100 km au monde. Il y avait une vingtaine de 100 km organisés en France à cette époque-là. Maintenant, on atteint à peine la barre des 10. Et sur les 10, tu en as 2-3 qui surnagent. Parce qu'à l'époque, c'était un peu l'ultra de l'ultra, c'était d'aller faire un 100 km. Donc, tu fais un 100 km, tu n'étais pas dans l'ultra parce que tu n'as pas fait l'UTMB si tu compares ça au trail, ou tu n'as pas fait un 24 heures ou un 48 heures. Donc, je pense que le trail a encore de beaux jours et de très beaux jours devant lui, et je pense qu'il va se pérenniser dans le temps. Peut-être un peu se standardiser, là ça va à foison, donc peut-être qu'il va y avoir une petite réduction, mais je pense que c'est pas une mode qui va passer. Les grands événements ultra, je pense que là par contre peut-être il va y avoir des phénomènes de peut-être plus de tassement, parce que on est sur des choses comme je le disais où on est dans l'ultra, et à un moment on trouvera quelque chose de plus ultra que l'UTMB, et les gens se détourneront de l'UTMB en disant mais c'est plus ça entre guillemets le Graal de l'absolu, c'est une autre chose, quoi. Bah oui, c'est vrai que puis même il faut pouvoir assumer pendant 10-15 ans des prépas ultra ou faire des ultras, c'est quand même assez chronophage. Il y a quand même beaucoup de gens, il y a des vrais passionnés, mais il y a des gens qui sont là pour les défis extrêmes.
Et comme tu dis, ils vont trouver autre chose au fur et à mesure. Jean-Philippe, et toi, est-ce que tu vois peut-être une migration quand même des coureurs sur route vers des coureurs sur trail? Parce que moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Alors peut-être pas chez... pour moi, la course running restera le gros du marché. Sur les 14 millions de gens qui courent de manière occasionnelle, le trail, c'est tout petit. En revanche, sur les coureurs réguliers, on va dire il y a 5 millions de coureurs réguliers, donc qui courent plus de 3 fois par semaine. J'ai l'impression que chez eux, il y a quand même une petite ponction, quoi. Donc ça reste une niche dans la niche, on va dire, entre guillemets. Mais chez les coureurs assidus, il y a quand même pas mal de migration, à l'image de Maëva Danois, qui était une coureuse sur marathon, qui quand même là se lance pas mal sur trail. On a aussi d'autres modèles sur route. Il y a eu des Kenyans récemment au marathon du Mont Blanc. Donc on voit quand même qu'il se passe quelque chose là. Alors moi, je pense que c'est une des raisons principales de la désaffection de la course sur route, c'est l'avènement du trail et de la course nature. Parce que ça correspond finalement à cette attente de nature qu'on a citée tout à l'heure dans le cadre des nouvelles générations. Ça, c'est une chose. Le transfert, enfin l'évolution vers le trail, alors je peux parler de mon cas puisque j'ai été marathonien, enfin, j'en fais plus beaucoup. J'étais marathonien jusqu'en 2005-2006 et puis j'ai goûté au trail, et une fois que j'ai goûté au trail, j'ai fait toutes les étapes et je suis passé résolument de la course sur route au trail. Donc ça, je pense qu'il y a dans les coureurs expérimentés, je ne parle pas des élites, mais les coureurs expérimentés, il y a beaucoup de transferts. Et ce qu'on constate depuis, je pense, 4-5 ans, c'est maintenant des jeunes qui démarrent tout de suite sur le trail. C'est-à-dire que c'est clair. C'est-à-dire qu'ils sont en attente de compétition de type cardiovasculaire et donc en mode course à pied. Et donc ils ont le choix entre la course sur route et le trail. Et très nettement, c'est plus fun d'aller sur le trail. C'est plus in. Parce que probablement il y a des icônes qui s'identifient plus facilement aux icônes des gens comme Kylian Jornet ou François Daen. Ils s'identifient plus et à partir de là, ils ne passent même pas par la case route. Donc je pense que ça c'est... Alors j'ai pas les chiffres parce qu'il faut demander aux statisticiens de faire ce calcul-là, mais je pense que c'est une des raisons. On a un statisticien chez nous. Non mais Fred, avec ton expérience, toi qui es entraîneur, est-ce que tu vois plus de demandes sur le trail, par exemple ? Inévitablement, et ça je pense qu'il n'y a pas à se questionner dessus, c'est une réalité, mais je pense que ça va au-delà du trail. Moi, il y a une chose qui m'est revenue en tête lorsqu'on avait cet échange-là, c'est qu'il y avait un de mes athlètes qui me disait qu'au boulot, un de ses collègues dit « Ah oui, mais lui c'est un runner et tout, il court beaucoup. » Et lui, il avait répondu « Non, moi je ne suis pas un runner, je suis un coureur. » Et alors, du coup, je lui avais demandé, mais c'est quoi pour toi la différence entre les deux ? Et l'athlète que j'entraînais me dit, pour moi, le coureur, c'est celui qui se met sur une distance, il fait un chrono, et puis après, il essaye de l'améliorer. Et à un moment, quand il a vu qu'il n'a pas réussi à l'améliorer, il passe sur d'autres, ou à un moment, il se dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et il dit alors que le runner, c'est la personne, et sans que ça soit péjoratif, attention, qui va faire un 10. Une fois qu'il a fait un 10, il dit je fais un semi. Une fois qu'il a fait un semi, il fait un marathon. Une fois qu'il a fait un marathon, il dit quoi ? Je vais faire un trail. On est aussi beaucoup sur ce type de communauté, de personnalité. Et je pense qu'en plus du trail, moi j'ai beaucoup de demandes sur le trail et sur le triathlon. Qui je pense aussi beaucoup. Avant le triathlon, enfin les gens qui faisaient du triathlon, c'était quand même moi, il y a encore 5-10 ans, et quand je dis 5-10 ans, c'était des athlètes déjà accomplis, des gens d'un certain niveau. Et là, je le dis pareil, sans être péjoratif. Maintenant, tu as énormément de triathlons où tu as des gens comme moi, c'est-à-dire qui ne savent pas nager autre chose que la brasse et qui, pour faire 800 mètres, vont mettre 45 minutes. Mais voilà, mais c'est ma réalité et je pourrais le faire et qu'ils le font et c'est très bien et tu as une multiplication. Donc les gens, voilà, ils se disent bon, un marathon j'en ai fait un 20 km, un semi-marathon j'en ai fait un, je vais découvrir de nouvelles choses. Mais il y a aussi une envie de diversifier sa pratique, tu vois, je pense qu'aujourd'hui on a envie l'été d'aller faire des trails, on a envie de tester un petit peu le triathlon au printemps, l'hiver c'est sûr c'est quand même plus sympa de courir sur route parce que c'est éclairé, c'est plus sécure. Voilà, il y a aussi ce côté où il y a eu un peu un monopole des formats de course. Aujourd'hui, le coureur, il a le choix, quoi. Et il en profite. Et tout à l'heure, je parlais par rapport à la Fédé en introduction sur le fait qu'on n'avait pas de tête de gondole.
le trail a de magnifiques têtes de gondole au niveau international. Enfin, je veux dire, sur ultra, après sur non, mais sur les distances plus courtes en France, on n'a pas. Oui, mais ça reste lié. Je pense que ceux qui les suivent se disent pas forcément je vais faire comme lui, je vais faire de l'ultra, mais ça reste des personnalités qui sont identifiées comme des gens qui courent dans les montagnes et dans la nature. Et la France est précurseur. Voilà. On est précurseur aussi. On est des leaders sur le trail. On a un peu d'avance. C'est clair. On a un paysage. Aujourd'hui, on est quand même un peu les chefs de file de ce mouvement-là. Alors, je sais que nous, les Français, on aime bien tomber un peu le torse, mais c'est vrai qu'il y a des beaux repères. Et puis, on n'a pas cité, mais il y a énormément d'offres aussi. C'est-à-dire que parmi la désaffection et le nombre d'inscrits par course, c'est qu'il y a énormément d'offres. L'offre de course est énorme en France. Donc forcément, les gens il n'y a pas trop de courses aussi, à ton avis? Peut-être, effectivement, parce que comme il y a trop de clubs aussi d'athlétisme. Hein. Je pense qu'il y a trop de clubs d'athlétisme. Tu vois, c'est pas chaque rue n'a pas à avoir son club aujourd'hui. Les mecs se disputent, ils créent leur propre club. Donc à Paris, c'est sûr. Mais après, le trail running, il n'est pas non plus en reste face à la crise de la course à pied. L'explosion des trails aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus de courses sur trail et on voit aussi un phénomène de saturation avec une offre qui commence un peu à dépasser la demande. Il y a aussi des enjeux autour de la sécurité des participants et des risques de blessures. Je pense incontestablement, moi j'ai beau m'intéresser au trail, j'aime bien courir sur le trail, faire de la compétition vraiment de manière sérieuse, ça me fait peur parce que moi déjà je tombe en ligne droite sur la route. Alors en descente, je pourrais me faire très très mal. Donc il y a quand même, ça peut effrayer le trail. Enfin, faut pas oublier ça, tu te fais une cheville, il y a une notion de sécurité. Il y a aussi des défis qui sont liés à la préservation des espaces naturels. On voit aujourd'hui la mise en place de quotas, notamment sur des îles touristiques en Corse avec l'île Lavezzi, il y a les Calanques à Marseille. On se rend compte que quand même il faut préserver un peu ce territoire naturel et avoir des centaines de milliers de coureurs il y a aussi des enjeux écologiques. Il y a un manque de diversité sur le trail, moins de 10% sur l'UTMB de femmes, donc il y a quand même c'est des enjeux importants. Il y a aussi un problème de jeunes, il y a quand même beaucoup de quinquas sur le trail, donc il y a quand même des défis aussi, défis écologiques, défis d'inclusion, de parler un peu plus au monde et pas seulement à des quarantenaires, parce que je suis un peu titilleux, tu vois, mais j'étais au Québec Méga Trail récemment et tu vois c'est le mouvement trail américain. On est un peu moqueur avec les Américains parce que c'est vrai que mais on est un peu taquin nous, toujours comme ça avec nos cousins de outre-Atlantique, mais force est de constater que le trail là-bas c'est extrêmement jeune, c'est extrêmement populaire. Tu vois, il y avait des trucs, moi je trouvais génial, et ce qui manque sur les courses, il y avait des spectacles pour enfants parce que c'est un truc familial, les gens ils viennent avec leurs conjoints, leurs femmes, et il y avait des spectacles d'enfants, il y avait des ateliers pour les gamins, c'était hyper jeune, et tu vois c'est ce qui manque je trouve dans la course, c'est-à-dire on pense pas en fait au rendez-vous de famille à la sortie, tu vois là, mais les Américains pensent plus à ça, et c'est ce qui manque je trouve à l'UTMB, c'est plus inclure la famille, plus inclure les tu vois, et c'est pas seulement quelque chose qui est centré sur le coureur. Oui, c'est vrai que après ça dépend des courses. Il y a quand même énormément de choses autour de l'UTMB quand même. C'est pas pour les défendre, mais je trouve qu'ils sont quand même assez. Je parlais pas que l'UTMB, je parlais. Mais effectivement, après dans les courses, dans les petits trails qui sont dans des régions un peu reculées, qu'on découvre, il y a énormément de choses. Il y a toujours un repas à la fin quand à l'époque. Oui, mais c'est pour le coureur, c'est toujours pareil, tu vois. Oui, mais avec sa famille, parce que le coureur, il se déplace entre elles, il se déplace avec sa famille. Enfin, je pense à mon épouse qui a fait qui a visité beaucoup d'endroits à cause du trail. Mais c'est ce qu'on aime aussi, hein. C'est mes filles aussi. Donc les conjoints préfèrent venir. Enfin, moi, je le sais. Je sais pas Fred, mais les conjoints ou conjointes, c'est en fonction de qui court, mais préfèrent venir sur trail parce qu'ils savent justement qu'à l'UTMB, elles vont plus s'amuser que sur le marathon de Bordeaux, je dis au hasard le Bordeaux, parce que tu te fais un peu chier, quoi, on va pas se mentir. Tu vois, il faut penser aussi à la famille qui entoure le coureur. Alors souvent, tu vas visiter une ville, donc ça passe, tu vois, ça passe. Bon, écoutez, ça a été un épisode passionnant, on aurait pu continuer sur tout ça. Jean-Philippe, écoute, on espère te voir sur les 20 km de Paris, qui a lieu quand cette année ? Alors ça a lieu le 9 octobre, alors tu m'y verras, ça c'est sûr, mais pas en mode coureur, puisque je ne peux plus courir depuis 10 ans les 20 km de Paris, mais j'en fais d'autres. Et donc effectivement tu me verras sans aucun problème. Et les inscriptions donc sont toujours ouvertes, on invite nos auditeurs évidemment s'ils veulent venir à y passer une petite tête. Merci infiniment, on va passer peut-être à la rubrique actualité. Merci Jean-Philippe, on ne te retient pas plus longtemps. Merci, et puis on te dit à très bientôt. À très bientôt. Fred, si tu es d'accord, je te propose maintenant qu'on passe à la rubrique actualité. Allons-y. C'est parti. Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café.
La rubrique actualité, chaque mois, on vous dégote les bons plans et ce qui fait l'actu dans la planète running. Et évidemment, mois de juillet oblige, championnat du monde à Ujin. On a décidé de consacrer cette rubrique actu au championnat du monde. Alors Fred, je me tourne vers toi puisque c'est des championnats du monde un peu mi-figue, mi-raisin. Est-ce qu'elles sont boudées? En tout cas, il y a de très très peu d'athlètes français présents. Une délégation qui a été quand même réduite à son strict minimum avec quelques petits scandales. Il y a des athlètes de l'équipe de France qui ont pris la parole dans les médias pour regretter que la Fédé ne les ait pas conviés. Pourquoi, on ne sait pas trop, mais peut-être que tu as des infos. Et puis aussi des stars, notamment sur le sprint, qui soit sont pas qualifiés, soit qui se sont blessés, soit tout simplement qui n'ont pas envie de faire le déplacement. Donc, est-ce que ça vaut le coup de regarder ces championnats du monde? En tout cas, ils commencent dans un contexte un peu particulier. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler les faits? Alors, déjà, je vais répondre à ta question. Oui, ça vaut le coup de les regarder. Tu vas te lever la nuit, toi? Évidemment, sur les courses qui m'intéressent, évidemment. Et moi aussi. Je pense moi pas faire les 10 jours, non, un peu moins de 10 jours, mais la semaine de nuit blanche juste pour regarder. Mais je suis passionné d'athlètes, donc évidemment, je te dirais pas que ça vaut pas le coup. C'est effectivement un peu une surprise, finalement, que ça soit, comme tu le dis, des championnats du monde mi-figue, mi-raisin, parce qu'ils ont lieu à Eugene, dans l'Oregon, le siège de la fameuse marque à la virgule. Donc c'était vraiment c'est quand même une marque qu'on associe beaucoup à l'athlétisme, qui a fait beaucoup pour l'athlétisme, évidemment. D'ailleurs, surprenant parce que petit stade, très peu de public, aucune infrastructure pour recevoir les gens, les journalistes. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes journaliste, il faut payer $4,000 la petite chambre dans un préfabriqué. Enfin, c'est hors de prix. Et puis, le sponsor de la Fédé, de la Fédé internationale, c'est pas Nike, c'est ASICS. Donc, ils ont quand même réussi à faire du lobbying. Même si avec les JO de Los Angeles, je pense que ça va vite changer. C'est pas très gentleman d'ailleurs d'avoir fait la place à Nike comme ça. Mais quand même, un lobbying assez puissant où à l'autre bout des États-Unis, des heures de vol, ils ont payé, quoi, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Nike qui a fait du lobbying parce que c'est chez eux, quoi, on va pas se mentir. Alors je suis pas dans les petits papiers de l'I2AF sur on peut supposer que oui et que c'était une manière de rendre l'appareil, de dire merci à un acteur majeur quand même de l'athlétisme mondial avec les athlètes qu'ils ont. Est-ce que derrière ils ont fait pression via des athlètes ou pas? On peut pas le dire. On peut supposer qu'à un moment, si l'I2AF avait dit non, absolument pas, ils auraient trouvé les arguments pour convaincre. Très honnêtement, après on peut faire que des suppositions. Donc peut-être que la moitié sera vraie et l'autre fausse. Donc voilà. En tout cas, effectivement, ça a lieu à Eugene, Oregon, maison mère de Nike, et c'est évidemment tout sauf un hasard. Voilà. Ah bon? C'est vrai? Voilà, c'est évidemment. Les infrastructures, comme tu disais, ne sont pas forcément adaptées, et c'est là qu'on voit que c'est tout sauf un hasard. Mais c'est comme la Coupe du Monde au Qatar, voilà, il y a que peut-être les gens très naïfs qui peuvent penser que c'est juste une décision pour le développement du football dans cette région du monde. Malheureusement, l'athlétisme n'est pas épargné par le lobbying. Du coup, peu de Français. Est-ce que tu as été surpris, toi, par cette délégation française réduite à son minimum, Alors honnêtement, non. Déçu, oui. Surpris, non. Déçu parce qu'il y a toujours aussi peu. Alors là, je parle pour le demi-fond, parce que encore sur 800, on a 3 athlètes masculins avec de réelles chances de bien figurer. Une athlète féminine sur 800 avec elle aussi de réelles chances de bien figurer. En tout cas, les 4 hommes et femmes devraient être en finale. Après, c'est des championnats du monde, donc rien n'est écrit, et auront une carte certainement à jouer en finale. Après, sur le 1500, personne chez hommes et femmes. Sur 3000 cibles, un homme, une femme. Sur 5000 personnes, sur 10 000 femmes, personne. Et sur 10 000, un homme. Et sur marathon, un seul des marathoniens sur les 3 qui avaient fait les minima. Alors déçu, oui, parce que c'est peu, c'est très peu. Surpris, non, parce que c'est comme ça depuis très longtemps. La Fédé met en place des minima où déjà, lorsqu'on voit paraître les minima, on sait qu'il n'y aura pas de Français. Je vais prendre l'exemple du marathon féminin parce que pour moi c'est le plus criant. Si je dis pas de bêtises, le minima pour faire les championnats du monde était à 2h29:30. Aucune Française. Avant, à la date de publication de ce minima, le meilleur chrono français encore valable, parce qu'on oublie les 2h24 de Clémence Calvin, était de 2h34.
Donc, on est quasiment à 6 minutes du meilleur temps français. Donc, on sait, globalement, on met ce minima, on n'emmènera pas de française, tout simplement. Voilà. Après, c'est quasiment été la même pour les hommes. Lorsque le minima a été publié, aucun homme ne l'avait fait. Il était à 2h08:30. Par contre, il y avait des hommes en 2h09:10, 2h09:15. Donc, eux, ils ont été en capacité de les faire. Il y a eu des polémiques, et notamment des athlètes qui se sont exprimés, notamment sur la piste, notamment sur le 5000, hommes et femmes, en arguant du fait que les minima World Athletics, ce que je dis tout le temps I2AF, mais parce que je parle comme un vieux, maintenant on dit World Athletic, si on veut être à la page. Et comme ça, tous ceux qui voudront un peu se lâcher sur moi dans les commentaires. On va recevoir des emails encore. On dira Fred, il connaît pas l'athlète, il dit I2AF. C'est vrai, c'est World Athletic. Excusez-moi les amis. Donc les athlètes avaient fait les minima World Athletic, mais pas les minima FFA. Donc on sait aussi qu'ils sont très bas parce qu'il faut que toutes les nations puissent être représentées. Donc c'est pas, tu sais, c'est comme les minima olympiques. Alors, voilà, c'est quand même assez bon. Ils sont toujours. C'est à l'appréciation après de chaque fédération. Et il y a peu de fédérations internationales aussi qui respectent ces minima là. Ils sont toujours d'un meilleur niveau par rapport aux JO, parce que les JO c'est quand même plus global. Après, donc voilà, il y a un certain nombre certains athlètes plutôt, qui se sont exprimés sur le fait qu'ils étaient sur des disciplines, notamment le 5000 mètres, puisque ça a été un sujet récemment, où ils arguaient du fait qu'il y avait moins de courses de niveau leur permettant de faire les minima, que les championnats ne leur permettaient pas de faire ces minima. Je parle des championnats de France élite, puisque c'est des courses de championnat, donc c'est des courses tactiques évidemment. C'est vrai en soi. Enfin, on ne peut pas donner tort à l'athlète qui a dit ça, parce que c'est un fait. Après, ce qu'on peut regretter, c'est que ces discours-là, que moi je soutiens à 100%, on ne les tienne pas au moment de la publication des minima. Parce que au moment où les minima... Et parce que tu sais qu'il y a l'espoir de ne pas un peu déroger. C'est toujours facile d'être plus franc quand les cartes ont été distribuées. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ce côté qu'il faut un peu pas faire d'histoire parce que tu es un peu dépendant de la décision. Je comprends. Et en plus, et très légitimement, je pense que ces athlètes se disaient... et qui pouvaient atteindre ces minima, que ça allait être difficile qu'ils allaient les atteindre. La preuve en est, c'est qu'ils ont échoué un peu. Donc, la question, voilà. Mais je pense que la question des minima fixés par la FFA doit être posée en amont. Alors, c'est clair. Je crois comprendre de ce que j'ai pu lire que les entraîneurs des athlètes en question intervenaient sur ces sujets auprès de la Fédé. C'est dommage. On aurait pu échanger avec Romain qu'on avait reçu, avec Romain Barras, à ce moment-là sur le sujet. Après, la Fédé a toujours, enfin moi depuis que je suis l'athlète, la Fédé a toujours fonctionné comme ça. Oui, mais là il y a Paris 2024. Tu sais, Paris 2024, il faut emmener, il y a quand même tout un effort. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un petit effort? Parce que c'est aussi une épreuve un peu test, un championnat qui va permettre de goûter aux grandes compétitions, de faire un peu ses armes. C'est ce qu'on pouvait espérer. Finalement là, c'est même, c'est pas question de faire ses armes, mais c'est même au contraire, on va même restreindre au maximum, quoi. Alors, par rapport à ça. Moi, je serais d'avis qu'on ouvre un peu plus largement, qu'on se mette sur les minima internationaux, que ce soit World Athletic ou le comité olympique, lorsqu'il y a des compétitions internationales. Mais pour toutes les compétitions internationales, pas quand on a les JO dans 2 ans ou 4 ans en France, parce que je pense que le vivier athlétisme, il peut se régénérer constamment que si on a toujours des athlètes dans les grandes compétitions qui font leurs armes et qu'on leur permet de grandir. Alors évidemment, on se pose plus la question quand les JO arrivent, mais il ne faut pas être naïf, quoi. On parle de la place du sport en France et la place de l'athlétisme en France. Donc, effectivement, moi je le regrette, évidemment que les athlètes qui sont en lice pour pouvoir notamment prétendre à une sélection olympique dans le cadre des JO à Paris ne puissent pas faire leurs armes, notamment sur des championnats du monde qui ont lieu 2 ans avant, évidemment. Après, la Fédé, elle a toujours fonctionné comme ça. Moi, depuis que je connais la Fédé, c'est-à-dire un petit moment, elle a malheureusement toujours fonctionné comme ça. Elle pourra arguer du fait que ça a permis de faire sortir certains grands athlètes. Il y a peut-être aussi, il ne faut pas se le cacher, des considérations économiques. Surtout là, surtout là. Là, on est à Eugene. Ça coûte très cher, il faut le reconnaître. C'est une fortune le déplacement là-bas. Mais comme au Japon, je pense que la Fédé. Pire encore au Japon, je pense. Pire encore à Eugene, parce que pour le coup, c'est. On a eu quand même les JO à Tokyo et les mondiaux à Eugene ont eu des délégations très restreintes. Et notamment sur le demi-fond et le fond. Et évidemment, à un moment,
on ne me fera pas croire, une fédé, il y a aussi une dimension économique et que ces éléments-là sont pris en compte. On peut le déplorer, on peut le contester, ça, ok, mais il faut aussi à un moment, je ne veux pas dire le comprendre, mais savoir qu'il y a ça qui se joue derrière. D'ailleurs, il me semble que la délégation pour Munich, ou même encore les Jeux méditerranéens, qui restent des sélections en équipe de France, sont très larges pour le coup. Donc voilà. Et quand je dis très large, je ne veux pas dire que les athlètes qui vont. Oui, mais c'est la jeunesse aussi. Évidemment. Et évidemment, on les porte. Et voilà. Je pense que les championnats du monde, ils n'auraient pas eu lieu à Eugene, mais ils auraient eu lieu à Londres. Peut-être que certains cas auraient été résolus différemment. Ce qui est du coup assez scandaleux finalement. Je partage les mots. Mais même pour la motivation des athlètes, c'est clair, il faut se mettre à la place d'un coureur de 1500, d'un coureur de 5000 mètres. C'est les Jeux, tu es aux États-Unis, tu es quand même dans une ville qui, mine de rien, vit pour la course à pied. On te prive un peu de ça. Ça doit être très très dur. Et à un moment donné, tu te demandes si ça vaut encore le coup, quoi. Donc c'est des messages, en tout cas. C'est peut-être une génération sacrifiée, quoi. Je comprends que les athlètes se posent la question. J'espère que je suis certain qu'ils lâcheront pas, parce que c'est des athlètes de très haut niveau. Hein. C'est le top niveau français, donc c'est du très haut niveau. Je regrette aussi qu'ils n'y soient pas, qu'ils et elles n'y soient pas. Sur 10 000 mètres femmes, ça fait je sais même pas, je calcule même pas depuis quand on n'a pas eu de représentante en championnat du monde ou en Jeux Olympiques. Et j'espère que du coup on les verra et que un peu ça. C'est bizarre de dire comme ça, mais que cette épreuve-là va les renforcer et va les aider à être encore plus forts. C'est ce qu'on leur souhaite, bien sûr. Pour être présent et répondre présent aux Jeux Olympiques à Paris, parce qu'on se fera un bonheur d'être là pour les encourager et on espère que ça sera eux. Et voilà, mais effectivement, il y a une occasion gâchée. Il y a toujours cette culture un peu de, on n'est pas là pour faire du tourisme, il faut envoyer des gens qui sont que potentiellement médaillables et essayer de tirer au maximum vers le haut. Ce qui s'entend. Moi, je pense aussi que le spectateur, en France, ont besoin aussi d'avoir des représentants, et on a besoin aussi sur la jeunesse de les voir, même si ils font des finales. Moi j'étais très content au jeu de Tokyo de voir des Français en finale et ça m'a contenté. C'est pas tu vois, c'est cette logique de il faut absolument performer et envoyer que des gens qui sont dans le top 3. On reste un petit pays en France, hein. On n'est pas à la Chine, on n'est pas à la Russie, on n'est pas les États-Unis. Il faut aussi faire preuve d'humilité, quoi. Alors je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'il y a un côté un peu présomptueux, et le truc c'est qu'à un moment on se dit, si toutes les nations qui vont au championnat du monde, qui vont au JO, ont la même réflexion que la France, c'est-à-dire on n'envoie que des gens qui sont potentiellement finalistes ou médaillables, il n'y a plus de série, il n'y a plus rien. Parce que c'est vrai, c'est même anti-sport presque. Des finalistes, il y en a que 8. Et les JO, c'est un symbole d'y participer, c'est représenter ton pays, c'est toujours ce côté de voir seulement par le résultat. Oui, il faut des résultats, il faut des médailles, je suis important, mais c'est dans ces cas-là, on fait plus de série, comme tu dis, quoi. Oui, si on dit on n'envoie que des finalistes en puissance, oui, on envoie, on joue, finalement, on joue pas le jeu. Si au niveau de la Fédé, les clubs d'athlètes fonctionnaient de la même manière avec les championnats régionaux, interrégionaux, les championnats de France de cross, si les clubs de cross, les clubs d'athlétisme disaient nous on n'envoie que nos athlètes qui vont faire dans les 8 premiers, parce qu'être finaliste dans un championnat du monde c'est être dans les 8, les gars ils vont courir. Alors il y en a peut-être à la marge, on se trompe toujours un peu, mais ça serait des courses à 20. Ça serait des courses à 20, ça serait pas des pelotons de 200 personnes, et ça régale tout le monde. La Fédé, la première. Donc, si nous on réagissait sur le terrain, au local, avec la même réflexion, en se disant, parce que c'est un coût, hein, quand nous on envoie 15 athlètes à Montauban, où il faut prendre l'avion jusqu'à Toulouse, prendre des trains, des ci, des là, des hôtels, sachant que la ville elle n'est pas forcément équipée, que tu dois avoir un hôtel sur Toulouse, louer une voiture. Là je vais faire tout coûte plus cher parce que tout le monde veut la même chose. Les clubs, c'est un investissement. Si au nom de cet investissement les clubs disaient nous on n'envoie que ceux qui vont être sur le podium ou dans les 10, t'imagines, il y aurait personne. Déjà ils sont déjà mal, donc tu tues pas les clubs, tu tues la Fédé. Oui, de toute façon c'est déjà ce qui est en train de se passer. Non mais donc il faudrait peut-être que nos responsables, je dis nous parce que je suis dans un club FFA, se disent la même chose quand ils vont à des championnats du monde. Si on n'envoie que les gens qui sont censés faire ça, si tout le monde fait ça, il n'y a plus de championnat du monde, il n'y a plus cette beauté-là. Et il y a toujours un moment, une possibilité de surprise. Je pense que si on s'était dit, on n'envoie que les 3 meilleurs lorsque Pierre-Ambroise Boss est champion du monde, peut-être qu'à l'époque on aurait dit oui, peut-être il est finaliste, mais championnat du monde, peu de gens y croyaient, même les gens qui le supportaient, ils l'espéraient, mais ils ne le croyaient pas forcément.
et le gars il finit champion du monde et on se serait privé de ça. Donc laissons aussi la place à la bonne surprise qui en sport est une réalité. Tu vas suivre quoi, toi, précisément, comme compétition? Qu'est-ce que tu nous conseilles de... voilà, si on doit se lever la nuit, selon toi, qu'est-ce qu'il faut suivre? Tout. Non, allez, vraiment, si tu as le marathon, par exemple, est-ce qu'on va voir un Eliud Kipchoge? Est-ce qu'il est en lice? Non, les meilleurs marathoniens ne seront pas présents. Je ne fais pas insulte à Sanchadi qui a décidé d'honorer sa sélection et bravo à lui. Et c'est très bien. Et du coup, il aura peut-être son épingle à tirer du jeu. Je ne connais pas son état de forme, mais il est sur un temps... s'il est à son meilleur de sa forme, c'est des temps où on gagne, où on est sur des podiums internationaux, dans des compétitions internationales. Je veux dire, les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, ça ne se gagne pas en 2h04. Ou alors, sauf quand on s'appelle Eliud Kipchoge, mais le deuxième et le troisième, et en 2h07 et en 2h08. C'est comme ça que ça se passe. Donc, un coureur comme lui qui a couru en 2h08, il peut être un prétendant à un podium, et c'est ce qu'on lui souhaite, évidemment. Alors évidemment, regardez les marathons. Moi, évidemment, toutes les courses de demi-fond et de fond sur la piste. Après, on a le 800 mètres à pas louper là avec Benjamin Robert qu'on a eu sur le podcast et avec Robert, avec Tual, avec Boss. On a quand même 3 représentants qui se tiennent dans un mouchoir de poche entre une 43 et une 44. Donc là, on a vraiment je pense qu'on n'a jamais eu une telle densité sur 800 mètres dans un grand championnat. Donc on peut espérer que les 3 fassent leur course de leur vie et encore plus en finale et soient tous les 3 sur le podium. Ça serait le rêve absolu. Mais en tout cas, on peut décemment penser qu'il y en a au moins 1 sur 3 avec une telle densité qui va tirer son épingle du jeu et qu'on aura au moins un podium là. Évidemment, on va suivre de près le style parce qu'on a 2 représentants, même si chez les hommes, Mehdi Bellaj ne semble pas forcément en mesure d'accrocher un podium, mais voilà, c'est des courses, on ne sait jamais, des incidents de course. On l'a vu en championnat. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Chez les femmes, ça va être un peu différent parce qu'Alice Finot a énormément progressé. Donc, pourquoi pas encore une nouvelle progression et réserver. C'est une fille pleine de surprises. Donc, voilà, tout est possible. Voilà. Et après, voilà, c'est. Moi, les courses de distance, parce qu'on va être dans l'Oregon, on est c'est la terre du demi-fond. 5000, 10 000, voilà, mais évidemment. Les Américains vont vouloir briller, j'imagine aussi de ce côté-là. Exactement. Et bon, voilà, moi plus le marathon, mais si j'ai bien regardé les horaires, les marathons, il y aura certaines courses en fin de journée, début de soirée vers 21h. Donc, c'est parfait pour le prime time. C'est quand même génial à 21h, regarder son petit marathon avec un petit paquet de popcorn. Hein dégraissé, Fred, sans sucre exactement. Évidemment. Exactement. Et puis après, voilà, moi je dirais, il faudra un peu axer sur les finales. On va voir ce que donnent les haies aussi, notamment chez les hommes, parce qu'on a aussi Sacha Zoya et chez les femmes. La pépite, Sacha Zoya, qui est vraiment surprenant, qu'on a hâte de voir à Paris 2024, mais clairement qui va être. On parlait tout à l'heure de représentants de porte-drapeau. Là, on en tient un qui est quand même. Qui est un vrai génie, un diamant brut, quoi. Et après, je dirais dans les concours, la perche, parce qu'on a Armand Duplantis qui est l'extraterrestre actuel. Il n'est pas français, il a un prénom français, mais il n'est pas français. Et on n'est pas à l'abri d'un record du monde en championnat du monde. Ça serait magnifique. Génial, ouais. Ça serait magnifique en plus que c'est lieu là-bas, parce qu'il y a une forme de symbolique. Donc, je pense que si à un moment on doit se lever en pleine nuit, le concours de perche vaut le coup, et évidemment le décathlon, quoi. Parce qu'on a une réelle chance avec Kevin Mayer. Alors du coup, il va nous obliger à veiller. On va le suivre, Kevin, qu'on embrasse d'ailleurs, voilà. Qu'on a eu la chance de recevoir dans le podcast. C'est un épisode incroyable. C'est un super athlète, et puis moi, c'est un plaisir de le voir à chaque championnat. Donc effectivement, on a hâte de le voir. Donc voilà, c'est globalement, en gros, vous allez tout regarder sauf quelques séries. Merci infiniment, Fred. Écoute, on l'a compris, il faut regarder ces championnats du monde. C'est en plus à Eugene avec Steve Préfontaine, il y aura certainement des hommages à ce grand athlète. Donc voilà, on va essayer. On est des passionnés, hein, même si des fois on râle un petit peu, on reste des passionnés. On va regarder ça, Fred. Je te propose maintenant qu'on accueille Manu du site OneIron pour la rubrique produit. Alors exceptionnellement, Manu, il n'est pas avec nous au studio, mais à distance. Manu, je ne sais pas si tu nous entends. On parlait à l'instant justement des championnats du monde. Avec qui dit championnat du monde dit aussi grand marathon. Il y a aussi parlant de marathon, il y a aussi, on n'a pas parlé dans la rubrique actualité, mais il y a le marathon de Berlin qui arrive avec peut-être une tentative de record du monde avec un certain Eliud Kipchoge qui tentera de battre sa propre marque à Berlin.
C'est ce qu'il a annoncé, qu'il avait refusé les millions du marathon de Londres pour le record du monde à Berlin, même si je pense que son équipementier l'aide bien dans cette démarche. Oui, on s'inquiète pas. Sachant qu'à Londres, il y aura Bekele qui annonce son nouveau retour et le retour de Mo Farah sur la distance. Et d'après ses dires, qu'il fera dire est-ce qu'il arrête l'athlé ou est-ce qu'il continue. En gros, s'il réussit bien le marathon de Londres, il va essayer d'aller au marathon des JO Paris 2024. S'il passe un peu à travers, il mettra définitivement un terme à sa carrière internationale. Bon, en tout cas, grosse actualité sur marathon. Et du coup, d'ailleurs, j'en profite, petit spoiler alerte, on sera peut-être du côté de Berlin pour ce tentative de record du monde. J'en dis pas plus, mais à mon avis, il y a moyen qu'on fasse un petit détour. Mais du coup, pour en revenir, toute cette actu très riche en marathon, c'est l'occasion aussi parfaite pour que Manu nous parle de chaussures spécifiques pour marathon et notamment celles à plaque de carbone. Il va aussi nous parler un petit peu de toute cette technologie embarquée dans les chaussures. On n'est pas des très grands spécialistes de la pure chaussure, donc il va un peu nous mettre à niveau. Manu, est-ce que tu nous entends bien ? Bonjour à tous, bonjour Guillaume, bonjour Fred. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous, mais à distance quand même. Effectivement, j'avais calé, je suis au championnat de France cadet et junior d'athlétisme à Mulhouse, donc je ne pouvais pas être avec vous sur le studio. Mais effectivement, comme le sujet, c'est la course sur route, j'ai choisi de vous faire un petit point de situation sur les modèles à plaque de carbone qui vont vous aider à performer sur les courses de la rentrée, en particulier sur le marathon. Et avant d'attaquer un petit peu cette sélection de plaques carbone, je voulais faire un petit point sur le vocabulaire que j'utilise peut-être à tort et à travers quand je fais mes rubriques, et puis vous faire une petite anatomie d'une chaussure de running, si ça te convient. Avec grand plaisir, Manu. En plus, je le disais à l'instant, on n'est pas forcément des spécialistes de la chaussure avec Fred, donc on va t'écouter avec très attentivement, comme ça on va pouvoir améliorer nos connaissances. Alors on va commencer par le sol. La première partie de la chaussure, c'est celle qui est en contact avec le sol, c'est la semelle qu'on appelle d'usure, parce que c'est vraiment celle-là qui va prendre l'érosion à travers le temps. C'est une partie très importante de la chaussure parce que si elle est trop fragile, la chaussure va s'abîmer très très vite. C'est aussi une partie très importante parce que c'est là qu'il y a le grip avec le sol. Donc si ça glisse trop, dès que vous allez tenter d'accélérer ou être à des rythmes un peu plus élevés, il va y avoir une légère glisse et vous allez perdre en efficacité de votre foulée. Donc, c'est une partie qui est en général assez dure, assez lourde. Donc, il y a beaucoup de travail chez les équipementiers pour réduire le poids de cette semelle d'usure. Et c'est la partie vraiment, c'est une partie qui est assez rugueuse, un petit peu comme les pneumatiques. D'ailleurs, il y a certains équipementiers qui travaillent avec des spécialistes des pneumatiques. Donc, par exemple, Adidas qui travaille depuis presque une dizaine d'années maintenant avec la marque de pneus Continental pour certains modèles. Et on va avoir aussi sur cette semelle d'usure, sur les modèles plus spécifiques sur le trail, on va avoir une structure qui est très complexe avec des crampons de différentes formes et aussi de différentes profondeurs. Ils seront plus ou moins hauts en fonction, je dirais, donc plus haut, ça va être plus pour aller dans la boue, et puis plus petit, ça va être plus pour des terrains, on va dire, un peu plus faciles d'accès. Ensuite, au-dessus de cette semelle d'usure, on a une semelle intermédiaire, donc elle vient par-dessus. Alors ça, c'est aussi une partie extrêmement importante, puisque cette matière, et en particulier sa densité, c'est ça qui va permettre de gérer l'amorti et le dynamisme. Donc, on va avoir aussi, en fonction des zones de la chaussure, on va avoir différentes densités. Et c'est ça qui va permettre, les gens qui ont les genoux qui rentrent un peu vers l'intérieur, ça va permettre de compenser un petit peu cette assiette. Donc, il y a plein de mécanismes qui permettent, avec des différentes densités, de contrôler un petit peu votre foulée. C'est dans cette partie aussi que les différentes marques vont insérer leur technologie un peu plus spécifique d'amorti, au-delà de la densité de la matière. Donc, le gel chez ASICS, la bulle d'air chez Nike, la Wave de chez Mizuno, etc. Enfin, chaque marque a sa technologie pour optimiser l'amorti. Et donc, c'est dans cette fameuse semelle qu'on va insérer
les plaques de carbone ou plus généralement les plaques, puisqu'il y en a certaines pour des raisons de coût qui sont en TPU, c'est-à-dire en polyuréthane thermoplastique, qui en général sont un peu moins chères que le carbone, donc ça permet d'avoir des prix un peu plus raisonnables. Ensuite, on vient donc au-dessus de cette semelle, on a une semelle qu'on appelle de propreté. C'est l'élément qui se trouve entre le pied et la semelle intermédiaire. Ça permet de limiter les frottements avec le pied, ça permet aussi d'absorber au mieux la transpiration pour ceux qui transpirent beaucoup des pieds. Et en général, cette semelle est amovible. Ça va permettre de la nettoyer, parce qu'il ne faut pas hésiter à nettoyer la semelle de propreté, et la faire sécher assez facilement. Alors, dans certains modèles, pour optimiser le poids, etc., en général, il n'y en a pas, ou parfois, elle est vraiment très fine, et donc parfois, elle est collée pour ne pas bouger. Il faut aussi rappeler que ceux qui sont suivis par un podologue et qui font des semelles spécifiques, en fait, il faut bien enlever la semelle de propreté et la remplacer par une semelle d'usure une semelle de propreté qui est faite sur mesure par votre podologue. Alors maintenant qu'on a fait toute la partie semelle, on va parler de la tige. La tige, c'est vraiment la structure qui entoure le pied, hein. Donc là, il y a énormément de travail aussi, puisqu'il y a des tiges qui sont quasiment comme des chaussettes qui sont collées sur les semelles. Ça, c'était une demande des athlètes, par exemple chez Nike à l'époque, quand ils demandaient à des athlètes de très haut niveau qu'est-ce qu'ils voulaient comme chaussure, et ben, ils disaient la chaussure idéale, finalement, ça serait une semelle avec une chaussette collée dessus pour vraiment être le plus fité possible au pied. Donc, bien sûr, bon, on n'en est pas complètement là, hein, c'est un peu plus travaillé qu'une simple chaussette, hein, puisque donc on va avoir une partie qui est en mèche, hein, la mèche, c'est le tissu qui est aéré avec des trous et qui peut inclure une membrane de type Gore-Tex qui va permettre d'être imperméable pour l'utiliser pendant l'hiver, par exemple. Cette tige, elle est renforcée sur le devant, sur les côtés. On a aussi une tige qui est vraiment très spécifique au niveau du talon, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de frottement et tout ça. Donc souvent, il y a des petits renforts de mousse qui sont autour de la malléole et puis voilà, dans toute cette partie-là. Et donc, on va parler aussi, alors, donc on a la tige, et pour bien renforcer au niveau latéral, on va avoir des renforts sur les côtés. Alors, les renforts sur les côtés, c'est assez rigolo parce que souvent, les renforts ont la forme du logo de la marque. Le N de New Balance, il va permettre avant tout de renforcer la tige sur les côtés. Les 3 bandes d'Adidas, c'est la même chose. Voilà. Donc, les marques rusent d'ingéniosité pour mixer renfort et puis leur logo. Ensuite, un des derniers éléments, c'est la fameuse languette, hein, c'est l'élément qui se trouve au centre de la chaussure. Alors, on parlait tout à l'heure, je parlais des chaussettes. Effectivement, sur une chaussette, il n'y a pas de languette. Donc, c'est vrai que cette languette, en fait, elle permet la flexibilité, enfin, la flexibilité de la tige, et puis donc de pouvoir serrer avec les lacets sans créer de bourrelet. C'est-à-dire que voilà, il y aura 2 couches, la languette plus les renforts qui arrivent sur les côtés. Et donc, c'est un élément qui est important, mais qui a tendance à disparaître plus le mesh est flexible. Dernier élément aussi important, les lacets. Donc, les lacets, bon, c'est un grand classique. Et de plus en plus, on a une disparition partielle des lacets, effectivement, quand on a ce mesh extrêmement flexible. Par exemple, sur la dernière Ultra Boost de chez Adidas, le lacet est presque anecdotique finalement, puisque le mesh est extrêmement flexible, il s'enfile quasiment comme une chaussette. Donc bon, voilà, les lacets sont presque esthétiques, ils permettent juste vraiment de ramener les renforts sur les côtés, et puis ils permettent plus un maintien latéral. Les lacets, il y a différents modèles de lacets. On a par exemple, qui est beaucoup présent sur trail, on a le Quick Lace. Hein, ça permet c'est un système de serrage où on tire un câble qui va vraiment bien passer dans les passants des renforts pour vraiment serrer au niveau du pied. Et tout dernièrement, il y a le système BOA
C'est un système de serrage par enroulement. Donc, on a une petite molette, voire 2 petites molettes qui permettent de serrer vraiment quasiment au millimètre le pied sur la chaussure. Donc, voilà l'ensemble des éléments que je peux utiliser parfois. Je parle de tiges, de languettes, etc. Maintenant, vous saurez exactement de quoi je parle. Merci beaucoup Manu d'avoir autopsié pour nous les chaussures de running. Je te propose maintenant qu'on fasse une petite mise à jour sur les chaussures à plaque de carbone, puisque pendant très longtemps Nike a dominé un peu ce marché, c'était un peu la chasse gardée. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles qui sont sortis, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Le problème, c'est que du coup, il y a une pléthore de d'offres, il y a une multitude de chaussures à plaque de carbone à des prix allant du simple au double, et c'est pas forcément simple de s'y retrouver. Du coup, est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair dans tout ça? Alors effectivement, le marché depuis 4-5 ans, on va dire, voilà, 4 ans depuis la création par Nike de ces nouveaux modèles à plaque de carbone, c'est vrai que ça a beaucoup fait bouger le secteur, on va dire. Et effectivement, alors ce qu'il faut bien comprendre que quand je parlais tout à l'heure de la semelle intermédiaire, la plaque de carbone vient s'insérer entre 2 morceaux de mousse et le tout va constituer la semelle intermédiaire. Il faut savoir qu'historiquement, c'était de la mousse EVA qui était utilisée et c'est vrai qu'il y avait eu assez peu d'amélioration sur ce type de mousse. Donc, il y avait souvent, il travaillait un petit peu sur la densité de la mousse qui était voilà, plus ou moins dense et donc le rebond était assez différent. Et en fait, ce qui a fait bouger les lignes, je pense que c'est l'introduction par Adidas de la matière Boost, qui avait beaucoup fait parler. Donc ça, Boost, il faut savoir que maintenant, ça a presque une dizaine d'années. Hein. On en parle encore beaucoup, mais c'est vrai que ça avait fait l'effet, un effet très bénéfique, je pense, au niveau des chaussures de course à pied. C'est que voilà, on parlait de technologie dans le monde de la course à pied, alors qu'avant, finalement, bon, voilà, on savait qu'il y avait une mousse, mais on en parlait assez peu. Et finalement, voilà, le lancement de Boost, ça a créé cet intérêt pour les coureurs en se disant, voilà, c'est quand même une chaussure, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est ça qui est entre moi et le sol, donc il faut que je m'y intéresse pour voir ce qui me correspond le plus. Parce qu'effectivement, il y a différentes densités de matière. Alors, il faut savoir qu'il y a eu l'avantage des nouvelles mousses qui ont été créées, c'est qu'on arrive à des modèles qui maintenant sont aux alentours de 200 grammes à peu près pour un 42-43. Alors qu'avant, finalement, comme cette mousse était assez lourde, et pour avoir des modèles légers autour de 200 grammes, il fallait vraiment faire une toute petite semelle. Donc l'amorti était quand même pas du tout le même. Et puis, ne pouvait se permettre d'avoir des modèles, de courir avec des modèles avec une taille de semelle extrêmement fine. Les professionnels de l'époque, hein, c'était Gebre Selassie, etc. Donc, c'était des coureurs qui faisaient moins de 60 kilos et qui pouvaient se permettre d'avoir des chaussures de 200 grammes. Donc là, les équipementiers ont travaillé sur des mousses qui sont beaucoup plus tendres qu'à l'époque et qui vont permettre d'avoir un bon amorti et surtout une bonne relance. Et en fait, pour gérer cette mousse qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus tendre, il va falloir, en fait, la plaque de carbone permet de garder un maintien global sur la chaussure, c'est-à-dire d'éviter d'avoir une chaussure qui est molle et puis qui va un peu travailler dans tous les sens. Suite à ça, en fait, il y a eu une régulation de la Fédération internationale qui a donné certaines règles. Il faut savoir que le record de Kipchoge à Vienne en 2019, il avait vraiment un modèle très spécifique. Si je me souviens bien, il n'y avait pas une lame de carbone, mais il y en avait 3. Donc une grande et puis 2 petites qui permettent de relancer le système global. Et donc, après ce record, en fait, il y a eu la Fédé a créé des règles. Et la fameuse règle, c'est une seule plaque de carbone et une hauteur maximale de 40 mm au plus haut de la semelle. Et en fait, on voit dans les nouveaux modèles qui sont sortis, que je vais vous lister un petit peu les choses,
qu'on retrouve vraiment voilà, cette limite de 40 millimètres où vraiment les équipementiers jouent avec, quoi. Donc là, tout dernièrement, là, celle qui a vraiment fait beaucoup de bruit, c'est la Socony Endorphin Pro 3, où il y a vraiment eu beaucoup de travail chez Socony. On arrive pareil autour de 200 grammes et on voit vraiment la taille de la semelle qui est juste en dessous de la limite puisque la semelle fait 39,5 millimètres. Et voilà, c'est intéressant de garder un poids de 200 grammes avec un gros amorti comme ça. Ensuite, chez ASICS, alors là, il y a un travail qui est très intéressant. ASICS a sorti 2 modèles, hein, alors que souvent les autres sortent chez Socony, on a une Endorphin Pro 3 qui est vraiment le modèle course, et on va avoir une Endorphin Speed 3 qui est le modèle plutôt d'entraînement. Et en fait, ASICS a créé 2 modèles complètement différents. Et c'est là que c'est très intéressant. Visuellement, ils se ressemblent beaucoup, mais en fait, ils s'adressent à 2 populations différentes. Donc, on a la Metaspeed Sky Plus qui est destinée à des coureurs qui ont une grande foulée. Donc là, la plaque de carbone, elle va être plus proche du pied, toujours en jouant sur les deux parties de semelle qui se trouvent en dessous et au-dessus de la plaque. Donc là, sur le modèle Sky Plus, la plaque est plus proche du pied et elle est plus horizontale. Et le modèle donc Metaspeed Edge Plus, donc là, c'est pour les coureurs qui sont plus en cadence, c'est-à-dire la foulée est plus rapide, mais les foulées sont plus petites. Et dans ce cas, la plaque est plus inclinée et elle est plus proche du sol. Donc je trouvais intéressant ce modèle parce que visuellement, ils se ressemblent. En termes de prix, ils sont tous les deux, alors là, on va parler de prix, mais globalement, les plaques de carbone, on est toujours au-dessus de 200 €. Donc là, les 2 modèles sont à 250 €. Et vraiment, voilà, c'est vrai qu'à une époque, on parlait des pronateurs et des supinateurs. Et finalement, là, on se retrouve avec une population qui est plutôt les coureurs à grande foulée et les coureurs qui courent en cadence. Donc je trouvais ça vraiment, voilà, ce modèle ces modèles assez intéressants. Ensuite, on a New Balance qui, alors là, eux, ils sont clairement passés au-dessus des 40 millimètres pour le modèle d'entraînement. Donc, on a la Fuel Cell Super Comp Trainer qui est sortie carrément donc, à 42 millimètres. Alors, il faut savoir que si vous voulez courir le marathon de Berlin ou le marathon de Londres au mois d'octobre, septembre et octobre, si vous n'êtes pas dans les 10 premiers, il y a peu de chances qu'il y ait un commissaire qui vienne vous mesurer l'épaisseur de votre semelle. Donc, vous pouvez courir avec. Si vous avez, voilà, il y a peu de chances qu'on vienne vous embêter. Et de toute façon, New Balance, eux aussi, ont sorti une version, donc dans la même gamme, une version Elite qui permettra de valider les records. Ça sera une version plus légère, vraiment dédiée à la course, et toujours avec quasiment les mêmes propriétés. Ensuite, vous avez parlé des championnats du monde qui auront lieu dans quelques jours maintenant à Eugene aux États-Unis. Et donc là, on a Puma, qui est une marque qui revient très très fort en athlétisme. Il y a beaucoup de coureurs, d'athlètes de piste et tout ça qui ont re-signé avec la marque. Et vous allez voir, donc ils ont sorti toute une gamme avec les mêmes couleurs, un petit peu avec ce dégradé entre jaune et orangé pour faire un peu comme une flamme. Donc vous allez voir toutes les pointes spécifiques d'athlétisme qui vont être utilisées à Eugene par les athlètes Puma ont cette couleur un peu style flamme. Et donc Puma a sorti une version on va dire route avec ces couleurs en reprenant la Deviate Nitro. Donc là, on a une Deviate Nitro Elite 2 qui vient de sortir tout juste là. Alors c'est une chaussure, je l'ai reçue la semaine dernière, c'est une chaussure très intéressante. Elle est avec plaque de carbone bien sûr. Elle est très polyvalente. Moi, je suis en préparation pour un marathon au mois de septembre-octobre là, et c'est vraiment intéressant parce que on a une bonne durée de vie. On a bien sûr la plaque de carbone et franchement, on a un bon dynamisme pour une séance de fractionné. Et puis, j'ai fait une sortie longue dimanche et franchement, ça tient la route et puis ça limite les courbatures du lendemain.
Voilà. Et puis, dernièrement, on pouvait difficilement clore cette rubrique sans parler du classique, la Nike Vaporfly Next%, hein, qui est disponible actuellement en version 2. Hein. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie en version 2, mais je voulais faire quand même un point sur la gamme qui a créé cet engouement pour les plaques de carbone. Donc, c'est la différence entre la version 1 et la version 2, pour ceux qui ont eu la version 1. Elle est un peu moins fit que la précédente, alors, parce que souvent les gens qui avaient des pieds un peu larges, ils se plaignaient un peu que c'était un peu serré. Et il y a eu des rembourrages qui ont été placés à des endroits pour que ça soit un peu plus confortable. Bien sûr, on retrouve la fameuse mousse qui s'appelle ZoomX chez Nike et qui est vraiment extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, si vous voulez tester cette mousse sans forcément prendre des modèles chers à plaque de carbone, il y a un modèle qui est extrêmement intéressant, que moi j'aime beaucoup, c'est la Nike Invincible Run, qui est un modèle qui est utilisé pour limiter au maximum les blessures. Donc c'est un modèle extrêmement doux et vraiment pour faire des sorties longues et tout ça, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, si vous voulez tester une mousse sans forcément avoir des modèles très haut de gamme à plaque de carbone, voilà, pour vous donner une idée de ce que c'est cette fameuse mousse tendre et réactive. Voilà ma sélection, Guillaume. Merci infiniment Manu pour cette très belle mise à jour. Écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter de très bonnes vacances, puisque c'était le tout dernier Iron Café de la saison. On a fait un format très long, comme ça voilà, vous allez pouvoir en profiter un maximum. Et puis j'espère te revoir à la rentrée. Ouais, écoute, merci pour cette saison. Hein. C'était toujours intéressant de partager aussi bien avec toi et Fred qu'avec l'ensemble des invités que j'ai pu rencontrer. C'était vraiment très enrichissant. Donc si je peux revenir l'an prochain, ça sera avec plaisir. À très vite Manu, et puis j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui travaillent sur l'Iron Café à l'occasion de ce dernier épisode. Sylvain, bien sûr, à la réalisation de la vidéo, toujours de bonne humeur et avec un travail remarquable. Nolwenn aussi qui nous accompagne sur l'appui éditorial, Justine à la direction artistique, Lauriane à la direction de projet, Anouk, Alexis au sein des équipes de Iron et bien sûr Pierre-Emmanuel Hutto à la production. Rendez-vous maintenant dès lundi prochain pour le tout dernier épisode de la saison 4. Ça sera un FAQ spécial été. Ensuite, on va pas partir en vacances parce qu'on va travailler pour préparer la suite. Mais voilà, on va quand même essayer de se reposer un petit peu, de profiter du soleil. Reposez-vous bien, portez-vous bien et à lundi prochain pour l'épisode de conclusion de la saison 4. À très vite. À lundi. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.